toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire du Lifty. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour cette séance organisée en collaboration avec le CSTB autour des données bâtimentaires. Alors notre webinaire va durer 2 heures, de 9 heures à 11 heures. Dans quelques instants, je vais laisser la parole à Marc Kaczynski qui va dire 2 mots sur le Lifty et un petit peu la raison d'être de ce webinaire. Je compléterai ensuite le propos introductif en tant qu'animateur du comité data du Lifty et organisateur de ce webinaire. Puis on aura une présentation détaillée de à peu près 45 minutes de la part de Mathieu Torel, qui présentera l'initiative portée par le CSTB concernant le référentiel des bâtiments. Et ensuite, on aura une discussion de la présentation par Maxime Franchère qui anime un atelier au sein du Lifty sur les référentiels géographiques. Voilà. Et enfin, on aura une longue et passionnante, j'imagine, séance de questions qui durera au moins 45 minutes, je pense. L'idée de ce webinaire était vraiment de se laisser le temps de la discussion pour avoir toutes vos réactions sur la présentation qui va être faite. Donc, il y aura seulement une seule présentation et après un long moment de discussion de près d'une heure où chacun pourra faire ses commentaires et poser ses questions à Mathieu Torel ou enclencher une discussion collective. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le format de cette réunion Zoom est un format conférence dans lequel tous les participants ont par défaut leur caméra et leur micro coupés. Donc, au moment de la séance de questions, pour pouvoir prendre la parole, il faudra que vous signaliez soit dans le chat, soit en levant la main, et je vous donnerai au cas par cas accès, enfin la possibilité d'ouvrir votre micro. Voilà. Ça sera plutôt dans la partie de séance de questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Marc pour un petit mot d'introduction. Merci. Donc, je suis heureux d'accueillir en particulier Mathieu Torel du CSTB, dont on a découvert effectivement avec Alexandre les travaux. Saluer déjà les premiers participants qui nous ont rejoints. Je vois que le compteur est en train de grimper tout doucement. En saluant d'une part ceux d'entre vous qui êtes déjà impliqués dans les travaux de Lifty, notamment autour des données. Et Alexandre le commentera plus que moi, c'est une activité à laquelle nous sommes très attachés au sein de Lifty. Et saluer ceux qui nous rejoignent sans peut-être connaître dans le détail les travaux de Lifty, mais je ne vais pas m'appesantir sur tout ce que l'on est en train de faire, je ne voudrais pas consommer le temps du webinaire, mais donc dire quelques mots sur le fait que nous sommes un fonds de dotation, c'est-à-dire une structure qui a un intérêt général et qui est adossée sur notamment les ressources que nous apportent des partenaires privés. Et une structure qui s'intéresse à un sujet d'intérêt général qui est le foncier dans toutes ses dimensions. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé, on va dire, des plateformes d'investissement sur ces sujets, dont le comité organisé la data du foncier qui vous sera présenté et dans le cadre duquel se déroule ce webinaire, mais également un autre comité qui s'appelle aujourd'hui Économie circulaire du foncier et qui abrite toutes nos réflexions autour du recyclage des friches. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec les dispositions du ZAN, c'est un sujet qui monte. Hein. Et le troisième pivot, on va dire, de nos activités, c'est le comité stratégie foncière des territoires. On a considéré qu'au-delà de l'action foncière opérationnelle qui peut aussi nous intéresser fortement, ou les études de marché liées à des projets, il était important de pouvoir se reposer des questions sur comment on construit les stratégies foncières, comment on les porte. Le tout adossé sur un comité transversal qui est le comité juridique. Et donc, sur ce point-là, moi, je voulais saluer effectivement l'émergence de cette problématique avec un mot nouveau bâtimentaire. Ben voilà, on en invente, données bâtimentaires. Et resituer l'intérêt que l'on porte sur ces informations, sur ces données, par rapport à l'ensemble des activités de Lifty. Alors, bien sûr, dans le comité organisé la data du foncier, on souhaite approfondir la qualité, la pertinence, l'interopérabilité de la donnée. Mais pourquoi bien sûr, pour pouvoir faire des développements de nouveaux produits, on va dire, donc là, on s'intéresse
on s'adresse plutôt aux acteurs privés, mais aussi pour documenter, renforcer la connaissance et documenter les actions des collectivités territoriales. Et c'est pour ça qu'il y a pour nous un lien très fort entre cette réflexion sur comment on s'investit sur la donnée foncière, et quand on dit foncière à l'IFTI, c'est foncière et immobilière, et je dirais en liaison avec une approche plus générale de la donnée territoriale. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour construire ces stratégies foncières territoriales, les suivre, les évaluer. On a besoin de dispositifs, de connaissances, de fonctionnement des territoires qui soient les plus pertinents possibles et les plus réactifs. Ensuite, j'ai rappelé le ZAN. Dans le ZAN, on a notamment la focale qui est faite sur les friches. L'IFTI a beaucoup aussi investi sur les friches. Il a fait passer ses messages au sein des commissions parlementaires, etc. Et d'ailleurs, vous constatez que dans la loi climat et résilience, il y a une définition des friches qui est issue des travaux de l'IFTI. Pour documenter là aussi cette action sur les friches, nous avons besoin de revenir à quelques fondamentaux, qui est tout simplement de quoi parle-t-on et où sont ces friches. D'où la mise en place d'un projet qui est en train de se développer, qui est articulé au projet du CEREMA sur Cartofriche, et qui vise à renforcer, faire émerger partout sur le territoire national des inventaires territoriaux de friches articulés à la mise en puissance de politiques d'aménagement liées notamment aux ZAN. Voilà, donc cette question de la data, on va la retrouver à plusieurs endroits. Et c'est pour ça que c'est avec intérêt que je vais suivre aussi et peut-être aussi poser mes questions en ce qui concerne cet exposé. Donc, effectivement, les bâtiments nous intéressent parce que, bon, on a des friches qui sont des bâtiments aussi. Donc, faire le lien avec comment on peut faire le lien avec les inventaires de friches, par exemple. Et puis, on sait que, et c'est, je pense, la raison qui a fait la création aussi de cette data, c'est, comment dire, la préoccupation liée au réchauffement climatique et aux dispositifs énergétiques. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le sujet, puisque c'est M. Torel qui va, comment dire, nous en dire plus là-dessus. Et pour terminer, je reste aussi très attentif sur la dernière partie de notre propos, qui visera l'ouverture de la data. On peut rappeler que, effectivement, le comité, il est parti de open data du foncier, c'est-à-dire ouvrir la donnée pour l'exploiter au mieux. Voilà. Donc, j'en reste là, je ne veux pas être trop long, et je propose à Alexandre de reprendre la main pour la suite de cette présentation. Rebonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis Alexandre Coulondre, je coordonne le comité data au sein du LIFTI, et la raison d'être de ce comité est liée à un constat, ou plutôt deux constats. Le premier est que la donnée fait entrer les acteurs du foncier et de l'immobilier dans une nouvelle ère. En devenant de plus en plus disponible, la donnée permet de nouvelles applications, mais permet aussi de développer des nouvelles façons de penser la construction des territoires. Et le deuxième constat, c'est que la mise à disposition d'une donnée ne suffit pas. Il faut se concerter sur les méthodes, il faut s'entendre sur des référentiels. Bref, il faut que les usagers de la donnée puissent disposer d'un lieu où échanger sur leurs pratiques, d'un lieu qui leur permette de définir des standards dans l'utilisation de l'information immobilière. Et c'est précisément ce que nous essayons de faire avec le comité data du LIFTI. Aujourd'hui, le comité réunit 130 membres, issus de 90 structures, à la fois publiques et privées, et on organise une série d'ateliers sur des périodes successives de 6 mois, sur lesquels les membres échangent, font des retours d'expérience et produisent progressivement un centre de ressources et un centre de référentiel autour de l'utilisation de la donnée foncière et immobilière.
Alors, ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de travail dans le comité data, parce qu'il y a un contexte très dynamique autour de l'ouverture des données, notamment porté par l'État. Alors, depuis 2019, beaucoup de nos ateliers ont porté sur DVF, une donnée sur les transactions qui était très attendue. Il y a eu ensuite une série d'autres ateliers sur d'autres sources ouvertes, comme Citadel sur la construction ou RPLS sur le logement social. Mais un constat est régulièrement fait, c'est que de façon assez étonnante, il manque encore des données pour caractériser l'existant, des données pour décrire tout simplement le parc immobilier dans les différents territoires. Alors, il y a bien eu une ouverture récente des données magiques, mais cette ouverture ne concerne que les locaux détenus par des personnes morales, et d'autre part, le nombre de critères disponibles pour qualifier ces bâtiments est relativement réduit. Or, la mise à disposition d'une donnée sur les bâtiments est un enjeu crucial, notamment, comme on le rappelait, dans le contexte qui est le contexte actuel, dans lequel il y a tout un ensemble de dispositions légales qui sont mises en place pour inciter à la sobriété énergétique, à la sobriété foncière et à la rénovation des bâtiments. Alors, comment faire évoluer un parc de bâtiments sans le connaître précisément? C'est un peu compliqué. Et, euh, et donc, il y a quelques semaines, au Lifty, nous avons eu l'occasion de rencontrer les équipes du CSTB qui, justement, s'attellent à cette question depuis plusieurs années et qui prévoient de mettre une partie de leurs données en open data dès 2022. Donc voilà, il n'en fallait pas plus pour nous pour organiser ce webinaire. Donc, je ne vais pas être très long, je vais tout de suite laisser la parole à Mathieu Torel du CSTB pour nous présenter cette initiative très stimulante. Et puis ensuite, nous aurons une petite discussion de la présentation et une grande séance de questions. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je laisse la parole à Mathieu, qui peut aussi partager son écran. Bonjour à tous et merci. Merci Alexandre pour toutes ces introductions. Je me présente, Mathieu Torel, ingénieur de recherche-développement au CSTB dans la direction technologie de l'information, basée à Sophia Antipolis. Je vais vous présenter le projet Gorenov et le produit qui est nécessaire et qui a été construit pour le projet Gorenov, qui s'appelle la base de données nationale bâtimentaire, justement qu'on a eu besoin de construire par absence d'objets similaires pour pouvoir alimenter le projet Gorenov. Donc, je vais partager mon écran et dérouler la présentation. Elle peut être par moments assez technique. Je ne sais pas quelle est la meilleure façon d'interagir. Vous avez déjà le chat où Alexandre pourra modérer les discussions. Moi, ça ne me pose pas de problème. Si jamais, Alexandre, tu souhaites que l'on prenne un temps pour réagir au cours de la présentation. Dans tous les cas, à la fin de la présentation, on aura le temps de revenir point par point sur les slides. N'hésitez pas, oui, effectivement, à faire remonter des questions durant la présentation, puis je ferai une petite sélection et peut-être que voilà, on interrompra la présentation pour faire un petit point sur les questions. Ça marche. Vous voyez mon écran? J'ai activé le partage. Est-ce que c'est bon? Oui, on voit très bien l'écran. Très bien. Je déroule. Donc, la genèse de la base de données nationale bâtiment et le projet Gorenov. Donc, cette base nationale bâtiment, on a dû la créer dans le cadre d'un projet Gorenov, qui est un projet financé par le programme Profil, donc c'est les C2E, les appels d'offres C2E de la DGEC, qui consiste à construire des outils d'accélération et de massification de la rénovation énergétique du parc de logements français. Ce programme Profil, donc, qui réunit dans sa board différentes casquettes de syndicats, d'organismes. Donc, il y a des architectes, des fédérations d'artisans, tout ce qui est ingénierie bâtiment, bailleurs sociaux, aménageurs, assureurs, promoteurs immobiliers, fabricants de produits. Gorenov, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un projet. Je vais vous expliquer. Il y aura 2 actifs derrière qui seront livrés à l'issue de ce projet-là, qui a commencé il y a 3 ans. Il va se terminer à la fin de l'année 2021 pour un projet de 3,2 millions. Et l'objectif, c'est la massification, la rénovation via une meilleure connaissance du bâtiment. Donc, c'est le CSTB qui a répondu et qui a été lauréat sur cette thématique-là. Et nous ne sommes pas seuls. Je vais revenir un peu plus tard sur
le produit GoRénov, mais je vais vous parler en alternant produit GoRénov et base de données nationale bâtimentaire qui est utilisée par le projet GoRénov. Donc, la BDNB, comme on l'appelle, c'est la fusion, le croisement de nombreuses de bases de données étant déjà en open source ou d'autres, on va dire, récupérées par le biais de conventions avec des organismes plutôt publics nationaux. Donc l'échelle, la couverture du projet, je veux dire, c'est la France métropolitaine plus la Corse. Et l'objectif, c'est de centraliser, agréger, aligner l'ensemble des données qui sont utiles à la caractérisation du parc de logements en France. Quand je parle de logement, hein, c'est parce que GoRénov, le périmètre, on va dire, du projet GoRénov, c'est le résidentiel. Pour autant, nous, on a ratissé l'ensemble des informations sur n'importe quel bâti construit en France, mais l'effort a quand même été porté plutôt sur la partie résidentielle. Donc, le projet de construction de cette BDNB, il se décline en 3 parties. La partie Data Fabric, donc création de la donnée, hein, c'est la partie du croisement géospatial et à l'adresse. C'est sur ce point-là que moi, j'ai essentiellement travaillé, donc je suis responsable de cette partie-là. Ça nous permet de construire une base de données où on a aligné, croisé l'ensemble des données des différentes bases de données sources que nous avons mis en commun. Pour autant, il y a plein de trous dans ces bases de données-là. Par exemple, on a une base DPE, on n'a pas des DPE pour l'ensemble des logements du territoire français. Donc, on a outillé cette base de données avec des outils de prédiction de valeurs manquantes corrélées. J'en parlerai lors du débat s'il y en a besoin, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Et le troisième volet, c'est la construction d'indicateurs métiers. Bien évidemment, pour pouvoir caractériser, quantifier, on va dire, les opportunités de rénovation énergétique, on va dire tout ce qui est foncier, sur le coût et l'intérêt de rénover un bâtiment, valeur verte, adaptabilité au changement climatique, adaptabilité aux personnes en situation de handicap, plein de belles choses. Donc déjà, j'aimerais remercier nos partenaires techniques avec lesquels on échange de plus en plus et où on s'aligne dans l'objectif de créer vraiment un géo commun, hein, si je reprends le terme de l'IGN. Donc déjà le CEREMA, avec lequel nous avons énormément échangé à travers les 2 produits que je pense que vous connaissez bien, et le DVF, Alexandre en a déjà parlé, mais également les fichiers fonciers. Donc le CSTB ayant droit à des fichiers fonciers. Et comme vous allez le voir par la suite, cette base de données est un petit peu le centre, on va dire, c'est notre base de données mère qui permet justement de jouer le rôle de tour de Babel pour aligner les autres bases de données. Pour autant, on en reparlera sur la dernière partie de la présentation, sur la partie diffusion des données. Je vous rassure, hein, on n'est pas essentiellement dépendant des fichiers fonciers pour la diffusion des données, mais on en a besoin pour construire le produit BDNB. Donc l'expertise du CEREMA est primordiale pour nous pour bien comprendre les rouages de la construction de ces jeux de données-là. Également l'IGN, avec lequel nous travaillons énormément sur les produits BD Topo, orthophoto et adresse. Et enfin Enedis pour tout ce qui est point de livraison d'électricité. Donc eux ont une connaissance assez fine du maillage électrique et des points de livraison électrique sur le réseau français. Donc la BNB, qu'est-ce que c'est? C'est environ une vingtaine de millions de bâtiments résidentiels en France métropolitaine. On a des informations sur les adresses, sur la géométrie des bâtiments, les surfaces habitables, et même, je dirais, les surfaces de locaux en général, hein, sur les dépendances, les surfaces de locaux professionnels ou industriels. Des informations sur les propriétaires, la valeur foncière, à travers des VF ou des V3F, le produit, on va dire, consolidé par le CEREMA. Nous avons construit des outils d'estimation de la valeur foncière également après rénovation. Nous appliquons des stratégies de rénovation sur le parc. Ça, j'en parlerai un petit peu moins parce que je maîtrise un peu moins. Je travaille essentiellement sur la partie Data Fabric. Nous récupérons également pas mal d'informations sur les matériaux des bâtiments, essentiellement à travers la base fichier foncier, mais également les DPE, diagnostic de performance énergétique. Des documents contractuels, hein, obligatoires, valables 5 ans,
quand vous avez une transaction immobilière, que ce soit une location ou une vente de biens, pour savoir quelle est la performance énergétique du bâtiment. Nous avons des outils effectivement aussi d'évaluation de la performance énergétique en termes de prédiction, surtout pour les bâtiments qui n'ont pas de DPE. Nous travaillons également avec des bases nationales qui référencent et qui géoréférencent des bâtiments historiques. Donc c'est très important de savoir si à proximité d'un bâtiment, d'un logement se trouve un patrimoine classé, parce que ça va avoir un impact sur les potentialités de rénovation sur la partie extérieure du bâti, les murs, la toiture, et autres informations sur le risque, les aléas, radon, argile, inondation, etc., etc. Je vous présente rapidement quelques cas d'usage de cette BDNB. Après la troisième partie de la présentation, ça sera un focus un peu plus technique sur la construction de cette BDNB. Et enfin, la dernière partie sera sur la diffusion des données. Nous aurons l'occasion d'échanger par la suite. Je vois qu'il y a quelques questions. Alexandre, tu m'interromps si jamais il y a des questions. Oui, je vais attendre qu'il y en ait un petit peu plus. Très bien. Donc, il y a plusieurs cas d'application de cette BDNB. La première, c'est le projet Gorénov. Donc, il y a deux applicatifs dans le projet Gorénov. Un premier qui vise à créer une application particulière, grand public, qui a pour objectif, on va dire, de faire fonctionner le cerveau reptilien des particuliers, c'est-à-dire qu'ils se connectent sur le site, ils saisissent leur adresse postale, donc ils vont cliquer sur une carte pour bien centraliser, on va dire, leur bâtiment, et nous, on va leur fournir l'ensemble des données que l'on a sur le bâtiment, et leur dire, vous voyez ce bâtiment-là, j'ai des bâtiments pas loin du vôtre, qui ont à peu près les mêmes, la même configuration, et eux, ils ont déjà fait des travaux de rénovation où ils peuvent atteindre tel niveau de performance énergétique à travers une étiquette DPE post-rénovation pour, on va dire, provoquer, on va dire, le passage à l'acte de mise en relation avec des professionnels du bâtiment dans l'application pour pouvoir commencer la mise en relation avec des gens qui vont pouvoir aider les particuliers à rénover, à faire une rénovation énergétique de leur patrimoine. Plutôt. Donc ça, c'est le premier point. C'est sur les particuliers. Le deuxième point est un peu plus structuré, on va dire, c'est sur les bailleurs sociaux. Donc, à travers un identifiant aujourd'hui de l'USH, donc l'Union sociale de l'habitat, les bailleurs peuvent se connecter à travers le SSO, donc le portail d'identification unique de l'USH, et vont récupérer automatiquement l'ensemble des bâtiments, des locaux qui sont rattachés à leur patrimoine. Et ils vont pouvoir récupérer d'un seul coup toutes les informations sur ce patrimoine-là, faire des exports bien spécifiques, ou au contraire venir alimenter en mettant à jour les données de la BDNB sur leur patrimoine. L'objectif, c'est qu'ils aient un outil cartographique donc, qui géoréférence leur patrimoine et qui permettent de donner en visibilité tous les éléments que l'on a sur ces bâtiments pour aider à concevoir, co-construire des plans de travaux pluriannuels de leur patrimoine. Voilà. Nous avons également un petit démonstrateur de l'application. Vous avez sur l'ensemble du territoire français les géométries en 2D extrudées des bâtiments du parc, et on attribue l'équivalent de 200 différents attributs des différentes bases de données que l'on a récollées. Donc il y a des informations, je vais faire le tour des bases de données, ça sera plus simple tout à l'heure. Un deuxième cas d'usage, c'est celui d'Urban Print, qui vise à aider les aménageurs à concevoir des complexes immobiliers, donc aménager le territoire avec une forte composante sur la matérialité du bâtiment. Donc on utilise des enrichisseurs développés également par le STB qui permettent de donner la matérialité aux objets bâtiments 2D extrudés, et derrière des outils qui permettent de réaliser une analyse de cycle de vie environnemental de différents scénarios d'aménagement du territoire de projets immobiliers. Donc l'objectif étant de concevoir des quartiers de demain compatibles avec la transition environnementale.
Un autre cas d'usage, c'est mené avec la région Île-de-France, c'est sur l'estimation des déchets BTP du parc immobilier. Donc là, l'objectif, c'est de récupérer l'ensemble de la matérialité des bâtiments, de chiffrer en tonnes le stock du bâti par type de matériaux, et derrière d'estimer les flux de déchets annuels sur un territoire par classe de composants de matériaux. Donc pour nous, c'est extrêmement intéressant, notamment pour l'aspect économie circulaire qui monte de plus en plus au niveau étatique, et les filières se mettent en place afin de pouvoir mieux construire avec des matériaux recyclés au plus proche des points de construction. Donc différents applicatifs CST bien, mais également publics, sont en train de se mettre en place pour équiper la filière. Enfin, un dernier cas très récent qui date de il y a 2 semaines, qui nous a été fait remonter par la DDTM 83, donc la direction territoriale. Eux souhaitaient utiliser cet outil-là en fait pour évaluer le risque incendie vis-à-vis surtout, on va dire, des typologies de bâtiments de type logement, afin de prioriser les plans d'action territoriaux lors de cas d'épisodes d'incendie sur un territoire. Notamment, plus tôt dans l'année, vous devez vous en rappeler, une partie du Var a brûlé, et donc les moyens publics ont vu la nécessité, on va dire, de mieux s'équiper et d'avoir une cartographie assez précise des usages des bâtiments qui sont fournis par la BD Topo. Donc on va travailler avec eux pour justement venir enrichir les layers de l'IGN sur les usages de la BD Topo, et avoir une intervention au plus proche pour une mise en relation avec les gens qui occupent ces bâtiments pour pouvoir prioriser les axes, je veux dire les plans d'évacuation. Donc on va passer sur les aspects techniques que je maîtrise, on va dire, un peu mieux, et encore je m'excuse pour le petit cafouillage de présentation. Celui de la data fabric, donc c'est-à-dire de la construction de cette base nationale de données bâtimentaires. Donc je vais vous parler un petit peu des principaux datasets qui sont utilisés. Donc nous avons la BAN, donc c'est la base d'adresses nationales, qui référence près de 28 millions d'adresses en France aujourd'hui, que ce soit au numéro, à la rue, à la localité, donc c'est les lieux-dits, ou à la commune. La BD Topo est le produit adresse premium de l'IGN. Les produits des fichiers fonciers du CEREMA, qui sont les fichiers fonciers des V3F, référentiels présumés publics de l'État, je veux dire de présumés publics, pardon. Nous utilisons également OpenStreetMap pour combler les lacunes très partielles de la BD Topo. La base DPE pour la matérialité des bâtiments et la performance énergétique simulée ou sur facture de ces mêmes bâtiments, donc plutôt le résidentiel de ce côté-là. Nous avons également le recours à des datasets mis à disposition soit par l'INSEE, soit par l'État, qui sont l'inventaire immobilier de l'État, les données locales de l'énergie, Citadel pour tout ce qui est construction et déconstruction du patrimoine français. Sur l'INSEE, les aires d'attraction de la ville, la base publique de l'équipement qui nous permettent, la première à contextualiser, on va dire, la valeur foncière des biens après rénovation, et la deuxième plutôt à identifier les ERP sur les emprises au sol de la BD Topo. Recensement population, la base Sirène, SIRET pour tout ce qui est entreprise, la base Mérimée pour la géoréférencement des monuments patrimoine classés. Donc, je vous en ai parlé quelques mots tout à l'heure pour savoir quels sont les types d'interventions que l'on peut réaliser en termes de rénovation énergétique sur la partie extérieure des bâtiments. De la NCT, la base QPV, quartier prioritaire de la ville, qui peut avoir une incidence sur les modes de subvention pour la rénovation énergétique des biens. Donc ça, c'est très intéressant pour les bailleurs, pour savoir s'ils sont, si on va dire les quartiers à rénover, est-ce qu'ils sont considérés comme prioritaires, ça peut débloquer des financements. Géorisque pour tout ce qui est argile radon. Le registre national des copropriétés, donc très important pour nous afin de récupérer un maximum d'informations sur les copropriétés. Le RPLS qui est son pendant public sur le parc locatif social. Enedis pour les points de livraison, mais également la thermosensibilité électrique pour la partie logement, ce qui nous permet d'apprécier un peu plus précisément le comportement thermique des enveloppes déperditives. L'ARCEP qui permet de géoréférencer assez précisément au niveau des cages d'escalier les points de livraison fibre
donc plutôt pour les grosses métropoles et les grosses villes, ce qui nous permet de détromper des appariements fichiers fonciers BD Topo sur des références cadastrales multi-bâtiments. Nous y reviendrons par la suite. Et d'autres bases qui sont un petit peu moins importantes pour nous, qui sont par exemple les bases à Préato 0 ou EcoPTZ, mais ces informations aujourd'hui ne sont géoréférencées qu'au niveau de l'IRIS, donc c'est un peu plus compliqué pour nous, qui visons à concevoir un produit qui est géoréférencé réellement au niveau bâtimentaire. Alors, les relations entre datasets. Donc, je ne vais pas creuser point par point chacun de ces datasets-là, mais l'idée à retenir, c'est que notre cœur méthodologique, c'est le bloc vert. Donc, c'est nos bases mères, qui sont l'association entre les fichiers fonciers, qui donnent énormément d'attributs tabulaires sur des objets, des entrées bâtimentaires, et la BD Topo qui apporte de la matérialité à ces bâtiments, c'est-à-dire un géoréférencement des emprises au sol du bâtiment, plus une hauteur estimée, donc par relevé aérien en général. Donc ça, c'est notre cœur, on va dire, méthodologique sur la construction des objets bâtiments. Nous avons également un service de géocodage des adresses. Donc les adresses mères sont les adresses des fichiers fonciers, des locaux des fichiers fonciers. Je reviendrai à la notion de géocodage tout à l'heure pour expliquer exactement ce que c'est, mais en gros, on a une base mère, on a des jeux d'adresses que l'on a géoréférencés, c'est-à-dire qu'à chacune de ces adresses, on fait associer un point qui est géoréférencé sur le territoire. Donc à chaque adresse correspond à XY sur le territoire français. Et derrière, nous avons un écosystème de bases de données qui sont liées de différentes façons à ces bases maîtresses. La première, c'est le croisement spatial, c'est les liens que vous voyez en bleu, qui correspondent à l'association d'objets géométriques qui existent dans chacun de ces datasets sources et qui sont mises en relation par des notions d'intersection géométrique ou de minimum de distance. Donc, ce qui nous permet d'avoir une relation qui est correctement, qui est plutôt fiable. Nous avons des croisements directs. Donc, c'est les liens que vous voyez rouges qui correspondent à des datasets qui ont en commun des colonnes qui sont similaires à deux datasets qui sont alliés. Donc là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci également. Et enfin, un troisième type de relation qui sont les croisements à l'adresse. Donc, on le verra un peu plus tard. Mais chacun de ces datasets comporte des adresses, en général des adresses plein texte, c'est-à-dire un champ de type texte brut, où il y a l'adresse. On les géoréférence, et si le géoréférencement pointe vers le même coordonnée XY, donc on sait que c'est la même adresse, et donc on peut mettre en relation des entrées logements, des entrées adresses, des entrées bâtimentaires qui pointent vers les mêmes adresses. J'avance. Donc la méthodologie de construction de cette BDNB, elle se fait en 7 étapes. Donc je ne rentrerai pas forcément en détail par la suite sur chacun de ces éléments, mais c'est bien que vous ayez connaissance du fil rouge qui permet de concevoir cette base nationale bâtimentaire. Donc la première, c'est d'importer les données de ces différents datasets dans un seul système de gestion de base de données relationnelle. Nous utilisons ici PostGIS. Nous les consolidons, c'est-à-dire que nous épurons les données, nous les alignons, nous faisons en sorte d'optimiser la manière de les croiser. Donc ça, c'est une partie plutôt informatique, un peu moins métier. Nous géocodons les adresses plein texte qui existent afin de pouvoir leur faire correspondre des points XY sur une carte. Et enfin, les deux parties les prioritaires, les plus principales, c'est les croisements de données géospatiales et les croisements de données à l'adresse, qui nous permettent de mettre en relation les entrées logements ou bâtiments ou adresses de ces datasets afin de pouvoir aligner les informations que nous pouvons récupérer dans chacun de ces datasets sources. Enfin, nous fusionnons les données qui ont été croisées, que ce soit du côté spatial ou du côté adresse. Et puis, nous avons des algorithmes qui permettent d'apprécier, d'évaluer le niveau de fiabilité de ces appariements entre datasets pour pouvoir qualifier les données croisées. Bon, ça, je ne vais pas y revenir, ce sont les types de technologies utilisées pour réaliser ces croisements-là. Donc là, juste pour vous dire qu'effectivement, bon, c'est quand vous pourrez consulter les slides, mais c'est l'arsenal qui est utilisé pour accueillir cette base de données nationale bâtimentaire et quels sont les outils qui sont utilisés pour pouvoir la construire. Quelques points sur le principe de géocodage, j'en parlais tout à l'heure. Donc le principe de géocoder, bon, je pense que c'est parlant pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, c'est de permettre d'associer à des adresses postales brutes des identifiants uniques. Donc en gros, ça nous permet d'associer à n'importe quelle adresse textuelle un identifiant unique d'adresse qui est géré par la BAN, la base d'adresse nationale. Donc il y a un service qui aujourd'hui est géré par Etalab,
mais qui historiquement est aussi géré par l'IGN et la Poste, et l'année prochaine va être repris sous le giron de l'IGN. Ça nous permet aussi d'associer un score d'association, donc entre cet identifiant unique et l'adresse plein texte, et d'obtenir des coordonnées géospatiales du point adresse, donc latitude, longitude, c'est le XY que je vous parlais tout à l'heure. Donc les bases de données sources pour le géocodage, aujourd'hui c'est la BAN, mais il en existe également d'autres, donc j'en parlerai un peu plus précisément si jamais il y a des questions sur ce point-là. Il faut savoir que ce service de géocodage, il est quand même assez robuste à plein de petites choses, c'est-à-dire on l'a enrichi, mais il était déjà très fonctionnel. Donc, il vérifie la cohérence aussi entre les adresses postales, les codes INSEE communes et les communes, parce qu'une commune peut avoir différents codes INSEE ou différentes adresses postales, vice-versa. On remplace les abréviations, on nettoie les adresses avant de les géocoder, et effectivement, on recalcule les scores de fiabilité à partir de distance de Levenshtein modifiées. La distance de Levenshtein, c'est que ça compare en fait des chaînes de caractères. Le plus elles sont proches les unes des autres, plus le score est haut, et le plus elles sont dissonantes, le moins le score est bon. Donc le géocodage, donc 4 types de précision sur le géocodage. Un bon géocodage, un géocodage house number. Donc j'ai réutilisé le vocabulaire de la BAN, mais c'est pour dire qu'on a un numéro. Donc on a une adresse plein texte à gauche, c'est ce qu'on envoie au géocodeur. On récupère un point GPS, un type d'adresse, et un score de fiabilité. C'est comme ça que ça fonctionne. C'était pour si jamais vous aviez des questions par la suite, pour pouvoir revenir un peu plus précisément sur ce que c'est que le géocodage. Bon, ça c'est juste pour vous donner, on va dire, les taux, de vous montrer les taux de géocodage des différents datasets. Là, c'est le dataset de l'ARCEP, qui est un dataset qui est extrêmement bien qualifié déjà en termes d'adresse pure, et le niveau de géocodage est très bon. On est capable d'apprécier et de géoréférencer 17 millions d'adresses avec un taux de fiabilité qui est proche de 90%. Nous rentrons dans le cœur de la problématique, qui est l'association BD Topo fichier foncier. Donc pour nous, le cœur de la problématique, c'est-à-dire de pouvoir faire correspondre à des entrées tabulaires qui sont des entrées tabulaires bâtiments sur une parcelle cadastrale, différentes entrées tabulaires sur des différentes emprises au sol de la BD Topo. Donc ça, c'est ça l'objectif principal c'est le cœur méthodologique de la BDNB qui posait problème et que l'on a essayé de déverrouiller dans le cadre de ce projet-là pour pouvoir alimenter le projet Gorenov. Donc la problématique ici, c'est par exemple, vous avez 4 emprises au sol BD Topo sur une parcelle cadastrale. Donc ce sont les 4 emprises au sol violettes sur une parcelle cadastrale qui est jaune. Et c'est comment est-ce qu'on réussit à ventiler 6 entrées bâtimentaires des fichiers fonciers qui sont déclarés au niveau des impôts. Il peut y en avoir plusieurs, parce qu'une entrée fichier foncier, il peut y en avoir 2 par bâtiment, par exemple. On a une entrée fichier foncier par cage escalier, par exemple, pour des logements collectifs. Donc, c'est comment est-ce qu'on réalise cette association. Et donc, il y a pas mal de travail qui a été fait justement pour proposer un algorithme qui permet d'associer au mieux ces entrées bâtimentaires à des emprises au sol de bâtiments. Donc je vais parler par la suite de TUP, table unifiée de parcelles. Donc c'est un peu mieux que la parcelle cadastrale. Une table unifiée de parcelles, ce sont des agrégats d'une ou plusieurs parcelles cadastrales adjacentes qui appartiennent au même propriétaire. Lorsque vous achetez un bien immobilier, il n'y a pas forcément qu'une seule parcelle, il peut y en avoir plusieurs, mais l'unité, on va dire foncière, par rapport à un propriétaire reste la TUP. Donc je parlerai plutôt de TUP plutôt que de parcelle cadastrale. Donc ça, c'est juste pour illustrer ces propos, parce que des fois, nous avons un public qui n'est pas très familier avec la notion de parcelle cadastrale, donc encore moins avec la notion de TUP. Au niveau des fichiers fonciers, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de récupérer ces informations-là, mais il y a des informations à l'usage déclarées au niveau des locaux. C'est-à-dire que les fichiers fonciers, ils sont construits, je vais partir de la feuille et je vais remonter jusqu'à l'arbre, sur des parties d'évaluation de valeurs foncières qui sont agrégées sous forme de locaux. Donc c'est des locaux qui sont comme des pièces. Les locaux, ils sont agrégés sous forme d'entrées bâtimentaires, c'est-à-dire que des locaux appartiennent à des bâtiments et les bâtiments sont localisés sur des références cadastrales qui sont sur des TUP. Le problème, c'est que les notions d'entrée bâtimentaire, elles n'ont pas forcément d'usage qui sont qualifiés. Et on a eu besoin de construire des usages d'entrée bâtimentaire dans les fichiers fonciers, ce qui n'existait pas. Donc on a construit un algorithme qui permet d'affecter à partir des usages des locaux un usage moyen principal par entrée bâtimentaire. Et ça, c'est quelque chose qui est
réellement utile par la suite et qui permet de qualifier les objets bâtiments des fichiers fonciers. Donc il y a 3 niveaux de description de ces usages-là. D'un niveau général, où on voit qu'on a du résidentiel individuel, résidentiel collectif, secondaire, tertiaire et autres. Et plus on va dans les niveaux de profondeur, plus on a un niveau précis des usages des bâtiments. En pré-traitement des fichiers fonciers, avant de faire la liaison avec la BD Topo, hein, on supprime, on va dire, au niveau des entrées bâtimentaires des fichiers fonciers, des usages qui n'ont rien à faire avec la notion de bâtiment tel que l'on l'entend. C'est-à-dire que dans les fichiers fonciers, ils existent, mais pour nous, ça va plutôt jouer le rôle ça va perturber l'association bâtimentaire avec la BD Topo parce que ce sont des usages qui n'ont pas vocation à avoir une matérialité de bâtiment, c'est-à-dire des antennes téléphoniques, des parkings, des piscines. Ça n'a pas d'équivalent dans la BD Topo, donc on préfère les supprimer. Donc il y a plein de travail qui a été réalisé au niveau des fichiers fonciers pour l'épurer et ne retenir que les objets bâtimentaires réels. Du côté de la BD Topo, on a aussi pas mal de retravail qui permet de se recentrer sur les objets bâtimentaires qui sont réellement des bâtiments. Donc déjà, comme je l'ai dit, on s'intéresse uniquement à la France métropolitaine et la Corse. On ne retient que les bâtiments lourds et qui ne sont pas en ruine. Donc là, j'ai listé sur cette slide les objets que l'on enlève de la BD Topo pour éviter de faire des associations un peu trompeuses. On enlève les bâtiments qui ont une surface inférieure à 5 mètres carrés. Je reviendrai sur cette question, je veux dire sur ce point-là si jamais vous avez des questions. Il y en a certains qui peuvent penser que c'est un peu bas, mais j'expliquerai pourquoi. On fait en sorte de refaire des calculs pour être sûr que les objets que l'on manipule sont bien des bâtiments, parce que ces objets bâtimentaires, en fait, on va les découper par TUP, par parcelle cadastrale, parce que la BD Topo, il y a 2 modes d'acquisition de ces emprises au sol de bâtiments. Les premières, c'est les informations qui ont été récupérées via la BD parcellaire cadastrale. Donc on a des objets qui sont identifiés lors de la déclaration du cadastre. Mais de plus en plus, on a de la photogrammétrie aérienne qui vient dessiner sur une carte à partir d'un avion qui passe au-dessus d'un territoire le pourtour de l'emprise au sol du bâtiment. Mais ces photogrammétries aériennes, elles ne tiennent pas compte, on va dire, des limites des parcelles cadastrales et donc on réalise a posteriori, de notre côté, un découpage pour segmenter ces objets qui sont répartis sur plusieurs parcelles cadastrales, sur plusieurs tubes. Donc on a besoin d'avoir des petites mécaniques derrière qui permettent de gérer, on va dire, ce redécoupage par parcelle cadastrale. Derrière, qu'est-ce qu'on fait sur ces données spatiales? Donc on les affecte, les objets des emprises au sol de la BD Topo par TUP, donc des fichiers fonciers. Je rappelle, un TUP, ce sont les références cadastrales. On réalise par enrichissement de croisement spatial de la BD Topo différentes choses, vous verrez la slide d'après. On classifie ces TUP en fonction du nombre de bâtiments qu'il y a sur chacune de ces TUP, puis on les croise. Puis on crée un identifiant unique de bâtiment. Je ne pense pas y revenir dans cette discussion-là, mais on y reviendra lors de l'échange qui suivra. Et on crée des indicateurs de fiabilité sur ces croisements. Donc, qu'est-ce qu'on fait au niveau des objets en prise de bâtiment de la BD Topo quand on les enrichit par association spatiale? Mais on va récupérer les identifiants OpenStreetMap, des catégories d'usage lorsqu'il y en a, un libellé public. Au niveau de l'ARCEP, on va récupérer toutes les adresses, les informations sur les points de livraison, les catégories de bâtiments, les classes de nombre de logements. Au niveau des produits géorisques, on va récupérer les risques, par exemple aux argiles gonflants ou à la présence de gaz radon sur ces objets bâtimentaires. On vient qualifier le caractère quartier prioritaire de la ville ou non et l'association avec le nom du quartier prioritaire. Au niveau de la BPE, on va récupérer tous les points ERP, donc savoir s'il y a une boulangerie, savoir s'il y a une banque, s'il y a une gendarmerie ou autre. Donc on a des points géolocalisés qui permettent de venir qualifier l'objet géométrique pour dire que dans ce bâtiment-là, il y a également à minima un local qui correspond à un ERP de telle classe. Donc la base Mérimée, j'en ai parlé. Hein, donc si jamais on a un monument classé à moins de 500 mètres, on va venir taguer le bâtiment pour dire attention là, il y a un patrimoine classé pas loin, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez dessus en termes de rénovation de l'enveloppe extérieure. Au niveau de la BD Topo, on va venir récupérer également toutes les informations au niveau des adresses qui existent dans les produits de l'IGN. Et j'irai pas plus loin. Derrière, donc on est capable de venir qualifier ces tubes-là. Donc tubes, je rappelle, c'est plusieurs parcelles cadastrales qui sont adjacentes et qui appartiennent à un même propriétaire. Donc on a identifié 5 catégories de tubes en fonction du nombre d'objets
qu'il y a sur chacune de ces tubes-là. Donc d'un côté, on a des emprises au sol de bâtiments, c'est ce que vous voyez sur les géométries jaunes, mais on a également un nombre d'entrées bâtimentaires qui n'a pas de matérialité, qui correspond au nombre d'entrées bâtiments des fichiers fonciers. Et donc en fonction du nombre d'entrées bâtimentaires que l'on a du côté des fichiers fonciers d'un côté et de la BD topo de l'autre, on peut savoir dans quelle configuration on se trouve. La configuration la plus courante et heureusement la plus simple pour nous, c'est c'est celle où on a une entrée bâtimentaire des deux côtés. Donc de ce côté-là, l'association elle se fait nativement, il n'y a aucun souci, 1 pour 1, mais ça correspond plutôt à des usages de type maison individuelle ou immeuble haussmannien dense, où la parcelle correspond exactement à un bâtiment. Il y a la deuxième catégorie qui correspond aux entrées foncières où il y a au moins 2 entrées bâtimentaires pour une seule emprise au sol du bâtiment. Donc on s'assure de faire converger l'ensemble des entrées foncières sur cette emprise au sol de bâtiment. La troisième, c'est l'inverse, c'est qu'on a une seule entrée fichier foncier pour plusieurs géométries de la BD topo. Donc on s'arrange pour faire associer le bâtiment qui correspond le mieux. J'y reviendrai si vous avez des questions. Et enfin, la dernière, la plus complexe, c'est celle qui prend le plus de temps, mais qui est la plus importante pour nos partenaires et nos futurs clients qui sont les bailleurs, c'est les tubes parcelles qui sont multi-entrées bâtimentaires, autant du côté des fichiers fonciers que du côté des emprises au sol de bâtiments. Et donc, c'est là où on travaille vraiment de manière mathématique afin de pouvoir résoudre au mieux ce problème-là. Et la dernière qu'on ne traitera pas forcément, hein, mais c'est qui est en général dû à un problème de mise à jour du produit BD Topo, c'est qu'on a une tube où on a des entrées bâtimentaires du côté des fichiers fonciers, mais on n'a pas d'emprise au sol du côté de la BD Topo. Nous avons classifié les différentes tubes parmi ces 5 catégories, et derrière, nous les traitons de manière différenciée. Chaque catégorie de tube a une manière bien spécifique d'être processée. Donc la première, comme je vous l'ai dit, c'est la plus simple, c'est qu'on a une entrée bâtimentaire des deux côtés, donc du côté des fichiers fonciers de la BD Topo. Là, l'association se fait naturellement. Donc ce type de tube, c'est 54% du territoire. Pour vous donner un ordre de grandeur, en France aujourd'hui, il y a un peu plus de 20 millions de tubes. Donc 54% du territoire, c'est entre 11 et 12 millions de bâtiments, hein, puisque là, en l'occurrence, pour cette catégorie de tube, une tube égale un bâtiment. Donc c'est un gros pool, on va dire, d'apprentissage. Je dis apprentissage parce que justement, on utilisera des corrélations géométriques quantifiées de cette catégorie de tubes pour venir apprendre des features que l'on utilisera pour permettre d'aider à mieux classifier la catégorie de tubes la plus complexe. Je vous montrerai ça tout à l'heure. En tout cas, juste pour rappel, hein, cette catégorie, on la retrouve essentiellement dans les zones pavillonnaires où on a un bâtiment, on a plutôt des maisons individuelles ou des maisons pas mitoyennes sur leur tube, et les quartiers plutôt haussmanniens ou habitat dense où la tube correspond au bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extérieur en termes de propriété foncière. L'ensemble de la parcelle ou de la tube est occupé par le bâtiment. Donc il n'y a pas d'ambiguïté possible sur cette catégorie de tubes. La deuxième, j'en ai brièvement parlé, c'est celle NM. Non, je n'ai pas plus d'informations, je regardais en décalant le petit bandeau. Ça correspond aux entrées multibâtimentaires du côté des fichiers fonciers, mais où il n'y a qu'une seule emprise au sol sur la BD Topo. En général, il y a une entrée bâtimentaire pour les logements collectifs par cage d'escalier. En tout cas, c'est ce qu'on a pu identifier, apprécier. Donc, on le retrouve hein, visuellement en étudiant au cas par cas des photos aériennes dans la BD Ortho. Ce sont des maisons individuelles multiples aussi, mitoyennes, en bande, des maisons avec garage adjacent, où on n'est pas capable de différencier cette chose-là de manière aérienne, mais on sait que le bâtiment, il jouxte hein, le garage individuel, souvent. Donc les immeubles collectifs avec plusieurs cages d'escalier, aussi les immeubles collectifs avec un magasin en rez-de-chaussée. Donc c'est des bâtiments mixtes où il y a 2 entrées bâtimentaires parce que du point de vue foncier, il y a 2 types de propriétaires différents, donc ça cible sur le même bâtiment. Là aussi pareil, pas d'ambiguïté vu qu'il n'y a qu'une seule emprise au sol du bâtiment. Pour nous, dans le cadre du projet GoRénov ou notre produit qui nous intéresse, c'est vraiment l'objet bâtiment physique que l'on souhaite rénover, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais je comprends que pour certaines
personnes qui ne visent pas à faire de la rénovation énergétique, peut-être que cette définition-là n'est pas forcément la bonne pour ces personnes-là. La configuration, on va dire un petit peu opposée, c'est qu'il y a une seule entrée qui est déclarée par les impôts, mais il y a plusieurs entrées en prise au sol dans la baie des topos. Donc là, en général, c'est qu'il y a souvent une dépendance au fond du jardin qui était taguée comme un bâtiment lourd, qui peut être par exemple un cabanon de piscine, un garage dissocié, qui n'a pas forcément été déclaré pour autant. Excusez-moi, est-ce que vous voyez encore les notifications? Sinon, je vais faire en sorte de... Alors, elles sont assurées, on ne voit plus le contenu, mais il y a un petit carré qui s'affiche. Je déconnecte afin qu'il n'y ait plus de problème de ce côté-là. Voilà, et donc on différencie deux cas de figure. Si l'entrée fichier foncier a un usage de type résidentiel, on va récupérer l'emprise au sol du bâtiment qui a une somme de surface de locaux par niveau qui est la plus proche de l'emprise au sol. En fait, on recalcule une emprise au sol équivalente à partir des données purement foncières afin de pouvoir associer au mieux l'emprise au sol de bâtiment de la baie des topos qui minimise la différence de distance entre les deux surfaces qui sont calculées, donc les emprises au sol et emprises au sol équivalentes, afin d'associer le bâtiment le plus probable. Donc ça, c'est ce qu'on fait pour l'usage résidentiel afin de récupérer uniquement le bâtiment qui correspond à l'emprise au sol du bâtiment, déclaré dans les fichiers fonciers. Pour le non résidentiel, on crée une collection de géométrie qui correspond à l'ensemble des emprises au sol de bâtiments. Souvent, pour le non résidentiel, on se retrouve avec une entrée qui correspond par exemple à une gendarmerie ou à un EHPAD. Et donc là, il n'y a pas un bâtiment particulier qui a plus de sens pour nous qu'un autre. Donc on réalise une collection de géométrie. Après, je rappelle aujourd'hui, cette base nationale de bâtiments, elle vise à alimenter pour le moment le projet Gorénov qui cible le résidentiel. On espère pour l'année prochaine qu'on aura d'autres financements pour pouvoir creuser un peu plus le non résidentiel. Donc des fois, je fais l'amalgame entre non résidentiel et tertiaire, mais on catégorise le parc entre résidentiel d'un côté et tout le non résidentiel de l'autre. Dans le non résidentiel, donc il y a un peu tout. Il y a le tertiaire, il y a le secondaire, qui regroupe tout ce qui est industrie, il y a les écoles, il y a les hôpitaux, donc il y a plein de choses. La configuration que l'on ne peut traiter aujourd'hui, mais où ils sont très peu nombreux, c'est les cas où on a des entrées fichiers fonciers sur les tubes, mais il n'y a pas de géométrie dans la baie des topos. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est-à-dire qu'on a plusieurs millions d'entrées de tubes. Comme je vous l'ai dit, au total, on doit avoir un peu moins de 400 configurations de tubes où on n'a pas d'entrée bâtimentaire dessus sur ces tubes. Mais heureusement, la plupart de ces objets-là, c'est rarement autre chose que des maisons individuelles. Donc on a 300 maisons individuelles, mais qui sont dues à un problème, je pense, de mise à jour de la baie des topos. Donc pour la suite, on essaiera de combler ces trous avec les layers OpenStreetMap. Mais essentiellement, ce sont plutôt des usages fichiers fonciers qui, en réalité, sont peu importants pour nous, comme des transformateurs Enedis, des garages, des établissements industriels ou autres. Et enfin, la dernière catégorie de tubes la plus complexe, qui est la multi-multi. Donc c'est un problème d'optimisation combinatoire sous contrainte. Donc comment est-ce qu'on les résout? En général, il n'y a pas trop le choix. Il faut bien poser le problème de manière mathématique et on utilise un solver dédié pour le résoudre. Et pour poser ces contraintes mathématiques, la première chose, c'est de définir une fonction objectif qu'on va essayer de minimiser, de définir un ensemble de règles métiers qui vont permettre de poser le problème et de le contraindre. Et derrière, on utilise un solver pour trouver quelles sont la configuration optimale pour traiter cette catégorie. Donc là, je vais aller très très rapidement parce que ce n'est pas forcément le cœur de cette présentation qui se veut un peu plus généraliste, mais si vous avez des questions, on y reviendra par la suite. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On fait un apprentissage sur la catégorie de tubes que l'on maîtrise bien, donc celle où j'ai une entrée bâtimentaire des deux côtés. On calcule d'un côté l'emprise au sol équivalente à partir des données fichiers fonciers, et de l'autre côté, on a la prise au sol directement à partir des objets géométriques de la BD Topo. Et pour ces tubes que l'on connaît très bien, on regarde quel est le ratio, donc réellement le ratio entre ces deux objets en prise au sol. Et on voit qu'on a un maxima par catégorie d'usage. Et ce maxima, il correspond à la fréquence la plus commune de ratio d'emprise au sol sur ces tubes-là. Ces objets, ce ratio-là, en général, il est inférieur à 1. Pourquoi?
Parce que d'un côté, on a la déclaration des surfaces dans les fichiers fonciers qui correspondent à des surfaces de locaux plutôt type loi Carrez. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte les débords de toiture, on ne prend pas en compte les murs porteurs. Et donc, forcément, ces surfaces de locaux, elles sont inférieures à ce que peut donner la BD Topo, qui est une projection aérienne des bâtiments avec les murs porteurs et avec les débords de toiture s'il y a eu une acquisition de l'objet géométrique à partir de photogrammétrie aérienne. Donc en gros, on a toujours quelque chose qui correspond à quelque chose entre 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Et donc cet objet-là, en fait, je veux dire, ces métriques-là, en fait, nous permettent d'obtenir un ratio d'emprise au sol sur des tubes qui va nous permettre de venir optimiser le problème combinatoire derrière pour dire je veux minimiser la différence de surface entre les objets que je souhaite faire caser sur tube par tube en se rapprochant le plus des métriques que vous voyez ici en fonction des usages de bâtiments que j'ai sur la tube. Donc ça, c'était le premier, on va dire, vecteur de règle métier qu'on arrive à apprendre à partir des catégories de tubes les plus simples. Le deuxième, c'est la hauteur des bâtiments. D'un côté, on a la hauteur estimée des bâtiments dans la BD Topo, et de l'autre côté, on a un nombre de niveaux dans les fichiers fonciers. Donc quand on met en relation l'un avec l'autre, on se retrouve avec, j'avais qu'une seule slide, donc je reviens d'ici, on se retrouve avec une certaine relation de linéarité entre ces deux objets-là. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprécier, d'estimer une hauteur équivalente fichier foncier en estimant une hauteur moyenne par étage sur les objets fichiers fonciers. Donc en gros, on sait aujourd'hui à l'échelle nationale que le truc qui matche le mieux, c'est une hauteur de niveau qui est autour des 3 mètres pour chacun des bâtiments en France, pour des bâtiments qui ont plus de 2 étages. Pour des bâtiments qui ont un étage, la hauteur moyenne, elle est autour de 5 mètres plutôt. Et on va dire ces hauteurs moyennes par niveau, on peut les différencier usage par usage. Mais là, ce que je voulais illustrer à travers cette slide-là, c'est de dire qu'on a un deuxième jeu qui permet de construire une règle métier, qui permette d'estimer, on va dire, quelle est la relation entre hauteur que l'on trouve dans la BD Topo d'un côté et entre le nombre de niveaux que l'on retrouve dans les fichiers fonciers. Un troisième petit point aussi qu'on peut utiliser en comparant ces tubes que l'on connaît très bien SP11, donc c'est une entrée bâtimentaire d'un côté et de l'autre, c'est qu'on est capable de construire des valeurs limites. C'est-à-dire que pour, par exemple, le jeu de maisons individuelles, donc là, c'est la distribution de l'emprise au sol équivalente dans les fichiers fonciers des maisons individuelles sur tout le territoire français. Eh bien, je peux vous dire de manière avec un coefficient de sécurité, on va dire avec un indice de confiance qui est supérieur à 99%, que toutes les maisons individuelles qui sont construites aujourd'hui en France, elles ont une emprise au sol équivalente, donc je parle bien du niveau au niveau du sol, hein, qui est inférieur ou égal à 250 mètres carrés. C'est-à-dire que derrière, pour les tubes complexes, quand je vais essayer de faire des associations, si jamais j'ai des entrées bâtimentaires de type fichier foncier qui ont que l'optimiseur voudrait associer à des emprises au sol qui sont supérieures à 250 mètres carrés, et je vais mettre une règle pour dire non, c'est pas possible, tu te trompes, ce n'est pas possible pour cet usage-là. Pour cet usage-là, j'ai forcément une emprise au sol équivalente qui est inférieure à cette métrique-là. Et ça, on est capable de le faire pour n'importe quelle catégorie d'usage. Voilà, donc il y a quelques autres règles, je vais y passer parce qu'elles sont un petit peu moins graphiques, mais c'est juste pour vous dire que grâce à ces apprentissages qu'on a fait sur les catégories de tubes les plus simples, on a réussi à traiter les catégories de tubes les plus compliquées. Et au résultat, quand on fusionne un peu tout ça, on se retrouve à cette carte-là qui correspond à la fusion géospatiale entre le fichier foncier et la BD Topo sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc là, vous avez une carte qui présente les taux d'appariement département par département, mais on est capable de construire des cartes qui vont jusqu'à l'échelle bâtiment, hein, donc bâtiment, IRIS, département, région, EPCI, comme vous voulez. Et donc la carte là, elle présente des résultats qui vont entre 87% et 97%. C'est l'échelle de couleur que vous voyez sous les yeux. Donc en termes d'entrée bâtimentaire, nous on a 94% des objets bâtiments qui sont croisés. Par contre, c'est des objets bâtiments. Si on regarde en termes de surface de locaux, ce taux d'appariement il est plus faible, il est autour de 82%. Comment est-ce qu'on explique cette différence-là? C'est que les objets qu'on a du mal à associer de manière géométrique, ce sont plutôt des immeubles de logements collectifs qui agrègent un plus grand nombre de surfaces de locaux. Donc on sait que le cœur du travail que l'on a encore à faire, c'est plutôt sur cette catégorie de bâtiments, c'est-à-dire les immeubles de logements collectifs. Mais on est quand même très content, et aujourd'hui, en ayant discuté avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit le CEREMA,
l'IGN, ou encore avec l'École des mines de Paris, ou Enedis, ou l'ARCEP, tous nous ont dit vous avez les taux d'appariement les mieux que l'on a vu aujourd'hui, et on est prêt à travailler avec vous pour améliorer ces métriques-là. Donc parmi les croisements qui sont non réussis, donc il y en a 2,4%, ce sont des tubes qui sont non traitables, tout simplement parce qu'il y a une absence de géométrie IGN, donc on n'arrivera jamais tant qu'on n'a pas les objets qui nous permettent de faire ces associations-là. On a également des cas très très faibles où on n'a pas de géométrie de tube dans les fichiers fonciers, donc on va travailler avec nos amis du CEREMA pour essayer de minimiser ces cas-là, mais qui sont déjà anecdotiques. Et enfin, on a les parties que l'on n'arrive vraiment pas à traiter. Je ne rentrerai pas forcément trop dans le détail, mais c'est qu'il y a soit des impossibilités mathématiques, soit il y a des dissonances extrêmement fortes en termes de surface de locaux déclarés. Et donc là, il faudra qu'on creuse avec nos partenaires. Enfin, on arrive à la dernière partie et on pourra avoir un débit de parole, on va dire, un peu plus bas et échanger ensemble sur vos questions. C'est la partie diffusion des données. Donc, à la fin de l'année, le projet Gorenov mettra à disposition donc, ces deux applications. La première qui est Gorenov grand public, donc plutôt pour les particuliers, et Gorenov bailleurs sociaux, ainsi qu'un Gorenov Lab. Et enfin, un portail d'accès aux API. Donc nous, l'objectif, c'est de mettre à disposition l'ensemble des données que l'on peut mettre à disposition, c'est-à-dire où il n'y a pas de problème d'ayant droit sur les données. Donc aujourd'hui, ça correspond à l'ensemble des données que je vous ai présentées, à l'exception aujourd'hui encore de certains champs des fichiers fonciers et de certains champs d'Enedis, où il faut qu'on ajuste, on va dire, le périmètre qui est diffusable en open data en ayant un accord express de la CNIL pour qu'on soit conforme au RGPD. Donc là, sur, on va dire, la définition des colonnes qui pourront être exposées ou non, nous sommes en discussion avec ces instances-là et je ne peux pas être plus précis que ce que je viens de vous dire. En tout cas, pour nous, l'objectif, c'est de mettre en open data le maximum d'informations afin d'avoir un maximum de retours et de pouvoir améliorer le service au fur et à mesure. Donc, quand je dis mise à disposition, donc il y aura des exports qui seront au format à définir. À mon avis, il y aura des exports plutôt bruts, mais il y aura surtout, et c'est ce que l'on va essayer de pousser, ce sont des API dédiés qui permettront de récupérer soit des informations bâtiment par bâtiment, soit des informations pour les bailleurs, par exemple pour leur territoire, ou pour des régions en particulier avec des mailles géographiques diverses. Pour plus d'informations sur ces éléments-là, je vous encourage à revenir vers nous en tapant les mots-clés Gorenov d'ici la fin de l'année ou plutôt début 2022 sur Internet afin d'avoir un maximum d'informations là-dessus. Bon, je pense qu'on fera des communiqués également au Lifty aux différents partenaires. Donc, on a beaucoup de travaux aussi qui tournent autour de l'identifiant unique de bâtiment. On travaille avec l'ADEME, notamment, pour essayer de stabiliser une méthodologie qui permet de construire de manière réplicable et pérenne des identifiants uniques de bâtiment. Donc, c'est très important pour nous afin de savoir quand on parle d'un bâtiment, on parle de quoi et de manière non ambiguë. Donc cette base, donc, elle visera justement à publier ces identifiants lorsqu'ils seront construits. Il y a des tables de correspondance de bâtiments et des tables de correspondance entre les entrées bâtimentaires, entre les entrées adresses et parcelles, c'est-à-dire que pour un bâtiment, quelles sont les entrées adresses qui existent, pour les entrées adresses, quels sont les bâtiments qui existent, et vice-versa pour les parcelles. Pour tous les datasets qui sont en open data, on vous mettra également les clés d'entrée de ces datasets open data. Il y aura des indicateurs de qualité sur les croisements des données qui auront été réalisés. Il y aura des indicateurs de l'application publique Gorenov, bien évidemment. Les API ouvertes telles qu'on l'a dit et des jeux de tuiles vectoriels pour les clients cartographiques. Donc c'est la petite démo que j'ai pas réussi à vous faire, mais tout à l'heure, si j'ai le temps, j'essaierai de vous la refaire si je retrouve les identifiants sur ce nouveau PC. Voilà, donc si vous avez des questions, il y aura sur la slide. Donc on est une équipe à peu près d'une dizaine de personnes. Donc là, c'est juste quelques points d'entrée. Pour la partie plutôt business, c'est plutôt mon collègue Lionel Bertrand qu'il faudra contacter. Pour la partie méthodologie de croisement, ce sera plutôt moi. Pour la partie vraiment SIG, ce sera mon collègue Régis Saubourg. Et enfin, je rends la parole à Alexandre.
Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation extrêmement riche. Alors comme je disais, il y a énormément de questions. Donc là, normalement dans le déroulé de notre webinaire, on va laisser la parole à Maxime Franchère qui va se présenter et qui va faire un petit commentaire de la présentation. Puis ensuite, on ouvrira les questions. Peut-être une première question qui est apparue dans le chat et qui s'inscrit directement dans ce qui vient d'être dit, c'est sur les fréquences de mise à jour des données lorsqu'elles seront publiées. Est-ce que vous prévoyez de les mettre à jour et si oui, à quelle fréquence? Et puis après, je laisse la parole à Maxime pour son intervention. Effectivement, je ne l'ai pas dit. Donc, pour l'instant, dans le cadre du financement du projet GoRénov, on a fait les mises à jour dès qu'on avait, on va dire, des mises à jour publiées en open data ou autres, des datasets maîtres. Mais l'objectif, c'est à minima, effectivement, de faire une mise à jour annuelle. Et le workflow de données, de croisement de données a été automatisé. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui peuvent se déclencher, qui permettent de réaliser la chaîne de croisement et de qualification de la donnée de manière automatisée. Et le workflow met un peu moins d'une semaine aujourd'hui, mais il brasse des millions et des millions de données. Mais l'objectif, c'est à minima d'avoir une mise à jour annuelle. Si on a des datasets qui ont des fréquences de mise à jour plus importantes et où l'information nouvelle est vraiment importante pour toute la filière, mais on fera l'effort de faire des diffusions un peu plus fréquentes. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Maxime. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation déjà, extrêmement intéressante. Donc je viens ici en tant qu'animateur du groupe de travail actuellement du LIFTI sur les référentiels géographiques. Dans le contexte d'ouverture de données qu'on a depuis quelques années, il faut dire, je pense, votre travail est le plus important qu'on ait pu voir en termes de croisement de bases de données. C'est massif, hein. Vraiment félicitations. Donc de données ouvertes ou non ouvertes, bien sûr. Hein. Ça pose beaucoup de questions, bien sûr, et d'ailleurs je pense que toutes les questions qu'on voit fuser le montrent bien. Disons que, comment dire, alors d'une part, on a vu l'importance dans ce que vous avez montré pour ce genre de travail, de l'existence et du maintien de référentiels, de grands jeux de données référentiels, géographiques, mais pas que. Et justement, puisque l'ambition affichée de votre jeu de données est de produire un référentiel, je pense que les questions qu'on peut se poser, qui nous brûlent un peu tous les lèvres actuellement, portent surtout sur les enjeux, disons, comment dire, il y a des grandes questions de gouvernance, de maintenance. Alors la technicité, vous nous avez donné quelques éléments, mais ce sont des bases de données donc multiples, gérées par beaucoup d'acteurs différents. Certains projets, vous avez mentionné la BAN par exemple, qui sont encore en pleine gestation, en pleine évolution. Il y a aussi même la question de l'historisation du référentiel pour certains usages, et puis également un peu, quand on ne connaît pas les données, je pense qu'on se pose tous la question de savoir un peu si ou comment les données sont structurées pour pouvoir s'adapter ou non d'ailleurs au maximum d'usages possible. Donc, ma question, et la question à laquelle vous venez de répondre va un peu dans ce sens-là, hein, c'est finalement par rapport à tous ces grands enjeux, qu'est-ce que vous avez prévu finalement de mettre en place comme mesure pour permettre à votre travail de faire référentiel, en fait, c'est-à-dire justement de répondre à ces grands enjeux-là, de pouvoir se maintenir dans le temps, avec cette multiplicité de données, avec cette multiplicité d'acteurs producteurs, et voilà ces enjeux donc de disponibilité et d'utilisation. Plusieurs éléments de réponse dans votre question. Déjà, la première, c'est que c'est pas un produit CSTB, dans le sens où on a construit cette base nationale de données bâtimentaires parce qu'on en avait besoin pour le projet GoRénov, et de manière générale, pour le CSTB et tous les applicatifs sur l'objet bâtiment, on en a besoin. On l'a construit parce qu'il y en avait besoin, mais notre objectif, comme vous l'avez vu, c'est que nous travaillons de manière très étroite avec le CEREMA et l'IGN aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'avoir une souveraineté partagée et d'avancer ensemble. L'objectif, c'est de devenir de facto en référentiel parce qu'il n'y en avait pas et on en a besoin d'un, et c'est de le mettre à disposition aux gens qui en ont également besoin, de le faire mûrir, de l'améliorer, de le fiabiliser. Donc de ce côté-là, on est en train d'essayer de trouver quel est le meilleur mode de gouvernance, mais c'est que ça ne sera clairement pas quelque chose qu'uniquement le CSTB n'a les moyens et les reins de faire vivre. Donc on va faire en sorte
d'avoir une gouvernance mutualisée où chacun aura sa part, on va dire, de responsabilité sur comment va évoluer ce référentiel-là. Ça, c'était la première partie. J'ai peut-être oublié la suite de vos questions. Vous pouvez repréciser? Oui, donc alors merci pour la gouvernance, effectivement. Donc si je comprends bien, effectivement, il va y avoir peut-être enfin, on va effectivement au-delà du produit CSTB finalement pour une gouvernance partagée et quelque chose de mutualisé. Non, mes autres questions portaient effectivement, alors on a eu déjà des éléments de réponse dans vos réponses aux questions sur tous les aspects en fait de maintenance et de mise à disposition. Ce sont des jeux de données très nombreux. Alors vous avez évoqué le fait que c'était complètement automatisé et que donc vous étiez déjà en mesure finalement de gérer ces questions-là. Et finalement, ma question, c'est peut-être plus justement sur comment vous comptez faire pour que, enfin, oui, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour que ces données finalement puissent être adaptées à des usages sans doute très différents en fonction des acteurs qui s'intéresseront à votre référentiel. Et donc voilà, en termes ne serait-ce que de modélisation, de documentation, etc. Pour les usages, tout reste à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BDNB, elle a été pensée pour le projet Corénov en priorité, parce que c'était le financeur, qui vise plutôt la rénovation énergétique, à vocation plutôt des bailleurs, donc pour le résidentiel. Pour demain, l'objectif, c'est quand même d'avoir, on va dire, de centraliser l'essentiel de l'information bâtimentaire qui existe aujourd'hui en France dans les datasets publics ou ayant droit public, avec une portée à être un minimum open data par la suite. Il n'y a pas de frontières et de limites sur les cas d'usage. Derrière, l'objectif pour la BDNB, c'est de mettre à disposition également le maximum de ces données-là en open data. Donc derrière, on va dire les usages, ce sont plutôt les utilisateurs qui vont les créer. Donc on espère qu'il y aura un maximum de remontées vers la BDNB pour la faire mûrir et faire en sorte qu'elle soit adaptée aux usages qui vont en être faits. Mais tout reste à construire, il n'y a pas de verrou particulier, il n'y a pas de dogme d'usage aujourd'hui. C'est-à-dire que on réunit, on croise toutes les données que l'on a sur les bâtiments, on essaie de mettre en open data tout ce qui peut être en open data. Derrière, les usagers vont se saisir de ces données-là, vont en faire les usages qui sont nécessaires pour eux. On espère qu'il y aura un retour constructif pour améliorer les services qui seront proposés et peut-être faire évoluer le service BDNB Gorénov pour faire en sorte de mieux traiter ces usages que nous n'avons pas encore aujourd'hui identifiés. Je pense aussi que c'est pour ça aussi qu'on échange avec vous aujourd'hui, hein. C'est pour voir quels sont les usages potentiels auxquels on n'aurait pas pensé et avoir un petit peu une prise de température du segment de la filière que vous représentez, quoi. Tout à fait, c'est sûr que sur ces questions de remontée d'usage possible, j'imagine que tous les membres des ateliers du Lifty doivent avoir beaucoup d'idées et ça mériterait qu'on puisse les faire remonter et vous les transmettre. Marc, Oui. je vois que tu as levé la main et pour tous les spectateurs aussi, si vous souhaitez participer, levez la main et je vous attribuerai la parole. Voilà, Marc, c'est à toi. Et j'ai mis en fond d'écran à la démo, elle remarche, hein, donc si vous avez des questions, on pourrait y revenir. D'accord. Vraiment, moi, je suis très impressionné par le travail qui a été fait. J'avoue que au-delà de ce que j'aurais pu imaginer dans ce croisement entre de la donnée, j'allais dire, réelle et de la donnée administrative et la capacité aussi de la traiter par des algorithmes. Enfin, on est vraiment là au cœur des nouveaux outils digitaux qui permettent de mieux cerner la réalité. Et je le dis d'autant plus que quand on a travaillé sur l'ouverture d'EVF, on est tombé sur ce problème aussi de l'identifiant des biens et de la possibilité de construire des segments immobiliers ou des segments fonciers pour comprendre le fonctionnement des marchés en fonction de la qualité de la nature des biens. Et donc là, on se trouve face à un gisement extraordinaire de ce point de vue-là. Donc, je pense qu'il y a vraiment pour le comité organisé la data du foncier, c'est la STEP, hein, faut y aller. Sous
de l'ouverture et des conditions de cette ouverture. Moi, je souhaitais plus particulièrement revenir sur deux sujets qui m'ont accroché l'œil, si j'ose dire. C'est bon, le fait qu'on mettait de côté les bâtiments légers. Bon, pourquoi pas, hein, les bâtiments Attendez, légers. je vais revenir là-dessus, hein, mais il n'y a aucun souci. Et je vous rassure, les bâtiments légers, c'est pas le cœur du problème. Les Alors, bâtiments c'est pas... légers, c'est ceux qui sont déclarés comme légers par l'IGN. Ce sont plutôt des serres, des vérandas, des objets qui n'ont pas forcément de fondation. Donc, c'est des choses un petit peu hors scope. Alors, et en complément, les bâtiments en ruine. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure des friches, en disant qu'on allait aussi soutenir des démarches d'inventaire de friches sur le terrain, etc., dont on voit l'intérêt qu'il pourrait y avoir en termes de description des immeubles avec les travaux que vous développez. Je comprends la priorité qui a été donnée par le gouvernement sur le résidentiel dans, comment dire, la démarche de sobriété énergétique, mais le ZAN nous amène à un autre sujet qui est la sobriété foncière et la possibilité de réemployer des friches, d'où ma question sur est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un récollement intéressant entre des travaux d'inventaire, d'ailleurs Carrefour Friche pourrait y être mis dedans, des travaux d'inventaire sur ces espaces dégradés ou en friche ou abandonnés, etc., et une base qui commence à s'homogénéiser sur l'ensemble du territoire, qui est puissante, qui relève d'un partenariat entre trois organismes importants, hein, CEREMA, IGN et CSTB, et qui peut, pour beaucoup d'usagers, j'allais dire, du foncier, de l'immobilier et des politiques d'aménagement du territoire, être très, très précieuse. Donc, pour moi, ça renvoie peut-être plus à la commande. Et vous aviez évoqué le deuxième temps de l'avenir de cette base de données nationale sur les bâtiments. À quoi pourrait-elle servir? Elle pourrait servir à justement suivre des politiques publiques de gestion économe du foncier et du renouvellement urbain. Voilà. Et par rapport à ça, peut-être qu'il faudra élargir un petit peu son spectre en direction ou faire une focale sur notamment la prise en compte de ces bâtiments qui, pour l'instant, compte tenu de votre commande, apparaissent marginalement dans le spectre de la réponse. Voilà, donc c'est plus une invitation qui concerne au moins autant l'opérateur que vous êtes, mais aussi la commande. Et je pense que l'IFTI va certainement approfondir cette question dans ses groupes de travail d'un point de vue technique, mais aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'utilisation de la data territoriale pour des politiques foncières et des politiques d'aménagement. Et par rapport à ça, on aura certainement des propositions à faire remonter. Merci Marc. Réponse de Mathieu? Non, non, c'est très intéressant. Okay. Après, moi, je représente le CSTB, donc le bâtiment qui nous intéresse et du mal, on va dire, à mobiliser de la ressource pour traiter des objets non bâtimentaires, c'est-à-dire, comme vous le dites, hein, des friches, et encore. Je suis d'accord avec vous, il y a de la potentialité. Hein. Après, est-ce qu'il y a une plus-value dans notre objet BDNB par rapport aux outils que vous venez de citer, c'est-à-dire Cartofriche d'un côté, ou la BD Topo, qui aujourd'hui est en open data et libre accès à tous, et où vous pouvez récupérer ces informations sur le statut en projet, en ruine ou en usage des objets bâtimentaires. Il faut voir s'il y a vraiment une plus-value. Il y a une expertise à faire au niveau du groupe, des groupes de travail de l'IFTI là-dessus, hein, et en liaison peut-être avec le projet réseau des inventaires territoriaux de friches. Hein, donc je le mets sur la table pour Alexandre et Lucien Bolotte aussi en particulier. Hein. Merci. Mais ça reste très intéressant et ça a été passé complètement sous les radars pour nous. Donc merci de nous le faire remonter déjà.
Alors, avant de passer la parole à Jean-Yves Garinet qui a levé la main, je me permets de poser une première question qui est une sorte de synthèse de plusieurs questions qui étaient dans le chat sur la couverture des données. Donc, vous avez donné quelques éléments, mais on me demande s'il y a des différences de couverture entre le rural et l'urbain. Est-ce que la méthode est plus efficace pour bien identifier les bâtiments dans les espaces denses ou moins denses? Est-ce qu'il y a une particularité des bâtiments publics? Est-ce qu'ils sont mieux ou moins bien identifiés? Et pourquoi ne pas avoir ne pas avoir caractérisé les départements d'outre-mer? Est-ce une contrainte méthodologique? Est-ce un choix? Ok, je me suis noté les points pour pas. Okay. La première partie, urbain-rural. Notre workflow de croisement de données, de fiabilisation, il est le même sur tout le territoire. Donc, on traite la Creuse comme Paris, sans différenciation. Par contre, effectivement, il y a une différence de qualité de la donnée source en amont. Je vous donne un exemple. Par exemple, c'est au niveau des adresses. Dans les milieux ruraux, on va dire je cherche mes mots. La création de noms de voies et de numéros de voies dans les petits patelins qui sont souvent encore aujourd'hui au niveau des lieux-dits, tant que voilà, c'est l'adressage, le mot que je cherchais, excusez-moi. Donc, l'adressage n'a toujours pas été fait. Il se fera peut-être pour la fibre ou par le SDIS pour les services d'aide d'urgence à la personne. Mais dans ces régions-là, où il n'y a pas forcément un adressage au numéro postal d'un bâtiment, c'est extrêmement compliqué de récupérer la donnée. Parce que de nombreux datasets ont pour point d'identifiant, on va dire, soit un identifiant non signifiant où on ne pourra jamais rien en faire, soit une adresse. Sauf que si l'adresse, on va dire la précision sur l'adresse, c'est juste le nom du village, on ne pourra jamais aller au-delà de ce point-là. Notamment, on a un gros souci quand on regarde les métriques d'appariement sur les adresses avec la Corse. Tout le monde aime la Corse, et moi le premier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des villages de Corse, le niveau d'adressage se fait au niveau de la voie. C'est-à-dire qu'on a le nom des rues, mais il n'y a pas de numéro. Et donc ça porte vraiment un problème pour tout ce qui est association de datasets qui sont référencés à l'adresse. Au niveau des DOM-TOM, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas pris? Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a des objets cartographiques où on manipule de la donnée géométrique. Quand on se limite à la France métropolitaine, en fait, on a des systèmes de projection de la donnée cartographique qui utilisent un référentiel Lambert 93, qui est quelque chose qui permet d'avoir une description assez précise et fine, de manière planaire, des objets géométriques. Dès qu'on commence à manipuler à la fois la France métropolitaine et les DOM-TOM, en fait, on est obligé de gérer différents systèmes de référentiels cartographiques, de projection cartographique, c'est-à-dire c'est pas le même pour la Guyane, c'est pas le même pour la Réunion, etc., etc. Et ça introduit une complexité informatique où, avec les temporalités du projet, on n'a pas pu traiter ça. Le projet, il a duré 3 ans. Je vous cache pas que pendant les 18 premiers mois, notre problème principal, c'était de récupérer la donnée. C'est un sacerdoce, c'est très compliqué. Maintenant, on a fait en sorte d'ouvrir tous les tuyaux, ça se passe plutôt bien, mais on a dû être très efficient et aller là où il y avait un maximum d'impact en un minimum de temps. Certains me diront, oui, mais si on se met en système de projection sphérique avec le WGS 84, comme on l'a sur Google Maps avec le niveau des adresses, ces choses-là, ce sont des objets géométriques qui décrivent très très bien les objets ponctuels, mais quand on commence à manipuler des objets comme des gros bâtiments, qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de long, ce système de projection, en fait, il est inutilisable parce qu'il est imprécis. Donc on préfère utiliser un système de projection planaire qui est adapté à ces choses-là. Après, demain, si on a des financements particuliers, si on a, je ne parle pas du CSTB, je parle de la gouvernance globale de la chose, s'il y a des financements particuliers pour les DOM-TOM, nous, on souhaite réaliser ces mêmes appariements. Après, il ne faut pas oublier que j'imagine que la partie foncière est plutôt bien documentée dans les DOM-TOM, peut-être un peu moins à Mayotte, où il y a d'autres priorités aujourd'hui, mais l'ensemble des datasets que l'on voit, je ne suis pas sûr que tous sont suffisamment caractérisés pour être efficaces pour traiter ces DOM-TOM.
Je reviens à un autre point aussi que vous aviez mentionné et que j'ai oublié de citer. Vous avez parlé des bâtiments publics. Aujourd'hui, nous, dans le cadre de Gorénov et de cette BDNB pour la période 2019-2021, on a utilisé comme base maîtresse, donc qui correspond au point d'entrée de la BDNB, les fichiers fonciers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fichiers fonciers, ils récupèrent l'ensemble des valeurs foncières, des objets locaux ou bâtiments qui sont déclarés aux impôts. Déclarés pour payer l'impôt ou être exonérés à l'impôt, hein. Le truc, c'est qu'il y a une bonne partie des bâtiments publics de l'État, comme les écoles, certains hôpitaux, certaines gendarmeries, qui ne sont pas déclarés dans ces objets-là. Donc du coup, ils passent à la trappe pour nous. Par contre, on espère, aujourd'hui on n'a aucune promesse, mais on espère que l'année prochaine, on aura une suite à ce projet-là, qui va se cibler plutôt sur le non résidentiel. Et donc là, on changera peut-être de paradigme, mais au lieu de considérer comme point d'entrée les fichiers fonciers, on considérera la BD Topo, et donc on réussira à récupérer ces objets qui sont passés sous la trappe. Mais aujourd'hui, si on s'intéresse au résidentiel, je pense qu'on a quand même très très peu de déchets, quoi. Je pense qu'on n'a rien raté. Merci beaucoup pour ces réponses très précises. Alors, je vais donner la parole successivement à Jean-Yves Garinet et Hélène Durand. Et donc, vous allez avoir deux commentaires de spécialistes de la donnée géographique. Jean-Yves? Hop. Normalement, à partir de là, vous pouvez parler. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Très bien. Bon, déjà, bravo pour ce boulot parce que, bon, Jean-Yves Garinet de Société Magellium, hein, bravo pour ce boulot parce que j'ai fait à peu près la même chose dans le cadre de la protection, la DECI pour les communes, hein, pour essayer de trouver, d'avoir des informations sur la destination du bâtiment. Mais ma question était, je dirais, c'est plus un commentaire sur la gouvernance. Je pense que c'est un travail qui mérite d'être poursuivi et qui pourrait l'être parce que l'IGN a mis en place déjà un espace collaboratif et puis il va bientôt passer avec un géoportail qui va s'appeler la géoplateforme. Donc je voulais savoir si vos liens avec l'IGN sont forts et s'ils ne le sont pas, je vous incite vraiment à construire quelque chose ensemble de manière à ce que la souveraineté de la donnée soit portée par un seul point d'entrée qui serait la BD Topo élargie aux destinations et tout un tas d'informations sur les matériaux des bâtiments, etc. Voilà, donc ma question, c'est sur vos relations avec l'IGN. Merci Elles sont beaucoup, très Jean-Yves. Je vais, avant la réponse, on va peut-être prendre la deuxième question, comme ça ira plus vite. Hélène Durand. Allô, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour, bravo. Une petite question, enfin deux questions plus exactement. Donc, vous évoquiez les usages. Est-ce que les usages sur la résidence bâtie et des éléments qui vous intéresseraient, hein, vous avez parlé beaucoup de l'effet climatique, qui est un des points. Il y en a d'autres, bien sûr, d'adaptation aux aléas climatiques. Et une question plus technique cette fois-ci, toute une partie de vos hypothèses sont issues du croisement finalement de différentes sources d'informations et peu, et on comprend bien, de retour avec la réalité du terrain. On va constater, nous, à travers notre statut de producteur de données, nous produisons des MOS, des modes d'occupation du sol qui nous amènent à prendre en compte le bâti. Hein. Ce sont des modes qui rentrent dans la description intraparcellaire. Et nous avons constaté que la BD Topo est souvent incomplète, notamment sur le bureau. Donc, est-ce que vous recoupez avec des techniques comme le deep learning qui met en œuvre concrètement sur le territoire? Et est-ce que ça fait partie des axes de travail aussi que vous avez identifiés, hein, de cette validation à l'aune de la réalité terrain? Je peux répondre? Oui. Ça marche. Donc pour la première question, hein, pour vous dire tout, hier on était au téléphone en visio toute l'après-midi avec l'IGN. Donc nous on travaille avec eux. Il y a vraiment une volonté depuis un peu moins d'un an de l'IGN à s'ouvrir et de travailler sur des géos communs. Donc nous allons travailler avec eux. Après je peux pas vous dire si la BDNB va vivre de son côté et la BD Topo du sien ou s'il va y avoir quelque chose d'unique derrière. En tout cas on travaille dessus. Avec eux et pas qu'avec eux, hein. Donc hier, on était également avec le CEREMA et il y avait Enedis. Donc on travaille ensemble et l'objectif, effectivement, c'est pas qu'on fasse deux fois la même chose et que l'on partage au maximum les méthodos et les données telles qu'elles sont. Sur la première question de madame, il y avait le son qui était un petit peu caverneux et j'ai pas très bien compris.
Donc, je vais répondre à la deuxième partie de la question de madame. Si jamais j'ai zappé ce que vous avez demandé, n'hésitez pas à reposer la question. Donc, au niveau des vérifications terrain, ben, on n'aura jamais les ressources, on va dire, pour pouvoir réaliser ces choses-là. Par contre, à chaque fois qu'on fera des croisements, nous, l'objectif, c'est de ne pas faire le croisement comme ça, c'est-à-dire d'associer à chacun de ces croisements effectivement un indicateur de fiabilité pour permettre de qualifier la donnée et de mettre à disposition aux utilisateurs, on va dire, des métriques qui permettent de savoir si là, on le sent plutôt bien, là, on a des gros doutes, ou là, on ne sait pas du tout. Mais bon, pour nous, on préfère quand même mettre à disposition des données, même croisées, avec un niveau de fiabilité qui est faible, et dire qu'il est faible, plutôt que de ne rien diffuser du tout. Au niveau du deep learning, moi, en début d'année, j'avais un stagiaire qui a travaillé avec moi sur la classification automatique des matériaux de toiture à partir d'images aériennes. Et c'était un des vecteurs, par exemple, pour venir fiabiliser les matériaux de toiture sur les bâtiments. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à introduire dans le fil de production, faute de temps. Mais si par la suite, on réussit à pouvoir continuer ce projet BDNB à travers d'autres actifs, et je pense qu'on l'aura, hein, on va travailler avec ces outils-là également. Mais il faut vraiment voir s'il y a une plus-value sur la fiabilisation du croisement de données ou si ça apporte des attributs bâtimentaires nouveaux. En tout cas, nous, on ne se ferme aucune voie. L'important est de pouvoir caractériser, on va dire, les enrichissements méthodologiques ou attributaires que l'on a à chaque fois. Oui, merci. Alors, j'ai pris ma pieuvre entre-temps et désolée pour le son. Je pensais à la qualification des matériaux, mais surtout à la complétude des bâtiments. Et de ce point de vue-là, nous sommes en capacité, au besoin d'enrichir, justement, de pointer les éventuels manques. Ce sont des processus qui sont très, très opérationnels. Et on reste à votre écoute pour envisager ce type d'échange, notamment en termes de qualification. Et je vous rejoins 5 sur 5. La qualification est bien sûr la priorité avant d'imaginer des process de consolidation qui resteront forcément complexes. Super. Je peux peut-être rajouter un petit élément méthodologique. Donc, je vous disais que les fichiers fonciers mettent à disposition des informations sur les matériaux des gros murs et des toitures. C'était le cas jusqu'à une dizaine d'années. C'est-à-dire que les CERFA, donc les formulaires de déclaration de construction des bâtiments, hein, lors de leur achèvement de fin de construction, mentionnaient ce label-là qui était renseigné. Mais depuis une dizaine d'années, la CNIL a fait pression auprès de la DGFiP pour dire vous ne mettez dans les formulaires que les données qui sont strictement nécessaires à l'impôt, et donc on n'a plus ces informations-là. Donc on a un gisement qui sont plutôt sur les bâtiments anciens, pas avec une granularité descriptive très fine, mais on l'a. L'autre pendant sur la matérialité des bâtiments, ce sont les entrées de la méthode de calcul DPE pour les DPE. Merci. Alors justement, peut-être pour embrayer sur ces aspects de critères de qualification, et puisque ça s'affiche à l'écran, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu C'était pour vous montrer, ouais, les différents critères qu'il y a dans Gorenov. Donc là c'est une démo de débugage, hein, donc c'est interne, donc elle ne sera jamais diffusée en tant que telle. Mais l'objectif, c'est déjà de vous montrer comment ça se passe, hein, c'est-à-dire que j'ai saisi une adresse. Donc là, on voit la moyenne des DPE par iris. Donc, les iris, hein, c'est des regroupements statistiques de 2000 logements. Et derrière, on clique sur des bâtiments et on a accès aux différentes informations du bâtiment. Donc là, c'est pas forcément correctement formaté, comme je vous ai dit, c'est la démo, mais c'était pour vous illustrer un petit peu les types d'attributs que l'on peut avoir. Là, il y en a un sous dataset, c'est pas forcément la version la plus à jour de la BDNB, mais il y a pas mal d'informations. Donc là, on a les années de construction qui proviennent des fichiers fonciers, les types d'usage secondaires, catégorie de propriétaires, donc c'est un petit peu encodé, mais bon, sur les versions des applications publiques, et quand ça sera en open data, ça sera un peu plus lisible. Il y a pas mal d'informations, donc je sais qu'il y a 4 niveaux, je ne connais pas les matériaux des gros murs et de la toiture, pour d'autres bâtiments, on le sait. Je sais qu'il y a une adresse, je sais qu'il y a 36 locaux, je sais que parmi ces 36 locaux, il y a 35 logements. J'ai 2 points de connexion à la fibre sur ce bâtiment-là. C'est un bâtiment de logement social apparemment. Donc il y a 35 logements qui sont des types logements sociaux. Il y a pas mal de choses. Donc là, si vous avez des arrondis, hein, c'est parce qu'on a fait des affectations de certains datasets qui sont
à l'adresse. Et si une adresse dessert plusieurs bâtiments, on est obligé de faire des affectations au prorata des surfaces. C'est pour ça que vous pouvez avoir des nombres flottants pour des attributs qui normalement sont des entiers. Mais bon, ça vient corroborer que en croisant 2 datasets, j'ai bien le même nombre de logements, ce qui veut dire que l'association a plutôt été bien faite. Et puis j'ai pas mal d'informations. Donc j'ai des informations sur les surfaces de locaux, sur les surfaces de logements, sur les classes énergétiques des DPE de ce bâtiment-là. Donc pas mal d'informations sur les DPE, ce qui nous permet du côté du CSTB d'avoir pas mal d'informations pour estimer le comportement thermique du bâtiment. Mais je sais que c'est des murs en blocs de béton creux, qu'il y a des dalles béton, qu'il y a des matériaux de baies vitrées en PVC. Donc il y a énormément d'informations lorsque l'on a des informations dans les bases de données sources. L'intelligence se fait au niveau de l'appariement, du croisement de ces datasets. Mais ça peut aller relativement loin. Comme vous voyez, là, on a les équipements de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur le bâtiment, parce que j'ai au moins un des logements de ce bâtiment-là qui a un DPE. Voilà, c'était juste pour vous montrer rapidement ce type de choses. Et donc sur différents bâtiments. Donc des fois on a l'information, des fois on l'a pas. L'objectif est de mettre à disposition un maximum d'informations tout en respectant le secret statistique et qu'il n'y ait pas de souci au niveau du RGPD. D'autres questions? N'hésitez pas, il nous reste 10 minutes si quelqu'un veut lever la main pour prendre la parole. Il y a pas mal de discussions dans le chat, mais à ce stade de la présentation, peut-être le mieux c'est de lever la main et de partager à l'oral vos commentaires. Marc? Oui, justement, c'est sur l'articulation avec le RGPD. C'est pour effectivement protéger la donnée individuelle. Comment vous imaginez d'agréger ou de traiter la donnée, parce qu'au fond, on est subjugué par tout le détail qu'on peut avoir sur une information sur un bâtiment, mais si au fond, ces informations, on est obligé ensuite de les remassifier parce qu'il faut protéger les données à un certain niveau, on perd l'intérêt de l'affaire. Donc, voilà, pour moi, la question, c'est comment vous pouvez imaginer les arbitrages à faire pour la protection de la donnée personnelle, mais qui ne soient pas, qui n'aillent pas à l'encontre de l'approfondissement de la qualité de l'information que vous avez réussi à faire par la mise en place de cette base de données. Moi, je travaille sur la création de la donnée, donc un peu moins sur la partie mise à disposition des données, donc j'aurais pas toutes les réponses. Mais néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que l'objectif pour nous, c'est de venir qualifier le bâtiment et pas de ficher les gens qui habitent le bâtiment. Donc, je pense que du côté de la CNIL, il n'y aura aucun problème si on diffuse des informations descriptives sur le bâtiment, que ce soit les matériaux, les systèmes énergétiques. Par contre, bien évidemment, à travers, on va dire, l'utilisation des fichiers fonciers que l'on a, on a des informations, par exemple, sur la vacance des logements. Ça, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera jamais mise en open data. Oui, on comprend mais bien pourquoi. vous aurez par exemple des informations, si c'est une maison individuelle, localisable donc à la parcelle, et donc la possibilité de recoupement avec des informations personnelles. On a eu aussi ce problème avec demande de valeur foncière, hein, bien sûr. On va dire qu'il y a déjà eu des antécédents, c'est-à-dire que si vous avez eu l'occasion d'utiliser la BD Topo V3, elle utilise une partie des informations tabulaires inférées depuis les fichiers fonciers. Oui. Chose que l'on a repris, améliorée avec le CEREMA et l'IGN. Mais de ce côté-là, en fait, ils ne sont pas fait tacler par la CNIL. Okay. Donc nous, à minima, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir refournir le même périmètre de données, voire un peu plus. Par contre, sur ces aspects-là, on va faire en sorte de diffuser un maximum d'informations tout en respectant la jurisprudence qui nous est imposée par le RGPD, bien sûr.
pour ceux qui sont ayants droit, ils auront sûrement accès à un peu plus d'informations. Je parlais ayant droit de fichiers fonciers ou l'État en lui-même, hein, bien sûr. Mais l'objectif, c'est vraiment, quoi, dans le cadre de Gorénov, là je réponds, hein, et dans la casquette CSTB. Hein. Après, je ne peux pas savoir pour tous les usages. Mais l'objectif, c'est de massifier la rénovation et d'accélérer la transition environnementale. Donc c'est toute la société, hein, c'est les particuliers, c'est les personnes morales, détentrices de bâtiments, gestionnaires, etc. Donc on est bien. Enfin, l'efficacité de ce travail, elle va se retrouver dans le fait qu'elle puisse être très largement partagée. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais il y a des informations, par exemple, sur les consommations électriques, par exemple, que nous, peut-être par la suite, on aura le droit de les utiliser, on va dire, pour venir valider des algorithmes. Mais c'est des choses qu'on n'aura jamais le droit de les utiliser par respect de vie privée, hein, comme dit à chaque fois Enedis. Je comprends bien. Mais l'objectif, c'est de mettre à disposition un maximum d'informations, on va dire plutôt génériques, qui ne fliquent pas les occupants des logements, mais qui permettent de qualifier le bâti. Merci. Je sais que c'est un peu bateau, hein, ma réponse. Hein, mais... Non, mais c'est un point de départ. Merci pour cette réponse. Et je vais donner la parole à Guillaume Chauvel, qui a levé la main pour s'exprimer. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. J'ai juste une petite question au tout début. Vous avez parlé des registres des copropriétés. Et je voulais savoir si justement, au-delà des données par bâtiment, je pense à un bâtiment résidentiel, est-ce que vous vous intéressez à l'intérieur de ce bâtiment au lot? On a les informations sur les lots, mais de manière agrégée dans le RNIC, donc le Registre national des copropriétés. Et ces choses-là, elles sont géoréférencées, on va dire, au niveau de l'adresse. Et on a les 3 premières parcelles cadastrales qui sont saisies dans l'outil qui centralise ces informations-là. On n'a pas plus. Aujourd'hui, on sait qu'on le sous-utilise, mais on va. Mais si vous avez des idées, on est preneur. D'accord. Merci beaucoup. Maxime, peut-être, je ne sais pas si tu as d'autres remarques. C'est vrai qu'après, on a enchaîné sur d'autres questions. Je ne sais pas si tu en avais d'autres sous le coude. N'hésite pas, c'est le moment. Non, je pense qu'on a vu beaucoup de choses, mais non, en tout cas, ce qui me frappe beaucoup, c'est le fait que la base va bien au-delà, en tout cas, d'un simple référentiel du bâtiment. Hein. On est quasiment sur enfin, du moins, ça pose déjà, il me semble, ce travail pose des bases très solides hein, pour tout ce qui est de traitement de données urbaines, même un peu plus général. Donc ça me paraît évident que c'est d'une part un travail qui va faire date, hein, donc qui va faire date dans la data foncière immobilière urbaine française. Et pour moi, j'ai envie de dire, je vois une suite évidente à tout ça, qui est effectivement que les autres acteurs, les compagnies puissent se rapprocher justement de ce qui a été fait pour peut-être justement proposer leurs suggestions d'ajout ou en fonction des expertises qu'ils ont chacun. Ça me paraît très important parce qu'il y a vraiment les bases très solides d'un travail qui peut être valorisé, il n'y a pas de limite. Hein, je veux dire. Donc en tout cas, bravo encore pour ce travail-là et je pense que c'est le début d'une belle aventure. Ouais. Je pense que l'atelier que tu animes sur le référentiel géographique pourrait effectivement consacrer plusieurs de ces séances à ce dialogue avec le CSTB sur ces questions-là. Eh bien oui, si le CSTB effectivement est partant, nous serions très volontaires pour apporter nos suggestions, nos remarques, notre expertise, tout ce qu'on peut faire pour aider, pour contribuer un peu à ce qui a été mis en place ici. Merci Maxime. Je vais juste avant de finir, Marc, je te laisserai le mot de la conclusion. Non, si tu veux bien, il y a une question dans le chat, juste oui. Il faudrait qu'elle soit courte et que la réponse de Mathieu Torel soit courte. Donc je vais donner la parole à Sherazade Gadouni. Bonjour. Oui, en fait, c'était juste une remarque. À un moment, vous avez dit que pour du coup, ce que vous aviez observé en France métropolitaine, c'est que pour tous les bâtiments de plus de 2 étages, on avait 3 mètres en moyenne par étage. Et à moins de 2 étages, du coup, je ne sais pas si c'est inférieur strict ou pas, c'était en moyenne 5 mètres. Je me demandais si j'avais mal compris ou parce que ces 5 mètres me paraissent assez importants. Et est-ce que du coup vous prenez en compte des combles aménagés ou alors la hauteur de toiture, le plus haut point de la toiture, voilà comment ça se fait, comment on explique ces 5 mètres. Et ensuite, juste une petite deuxième question sur l'adressage.
Pourquoi est-ce que vous utilisez l'ARCEP en plus enfin l'ARCEP et les adresses IGN en plus de la BAN? Est-ce que du coup on sait que la BAN n'est pas suffisante? Est-ce qu'elle ne va pas évoluer finalement? Parce que pour moi c'est quand même c'est censé être le socle des adresses en France. Du coup je suis un peu étonnée. Voilà. Ok, je vais commencer par la seconde. Merci. Donc la BAN va évoluer en 2022. C'est-à-dire que la souveraineté et la gouvernance de la BAN va passer d'état là à nouveau à l'IGN. Et l'objectif, effectivement, c'est peut-être de la faire évoluer pour qu'elle soit plus précise. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'ARCEP? C'est surtout pour détromper les TUP, donc c'est les parcelles cadastrales multibâtiments. C'est-à-dire que quand vous avez des informations sur la BAN, en fait, vous avez des informations sur le géolocalisant de la boîte postale qui est au nez de votre parcelle. L'avantage de l'ARCEP ou d'Enedis, c'est qu'ils ont des géolocalisants qui sont en général au niveau des cages d'escalier des bâtiments ou des garages des bâtiments. Donc c'est beaucoup plus précis pour nous. Donc ça, c'est le premier point. Pour nous, l'objectif, c'est comme vous, hein, c'est que la BAN devienne encore plus robuste et plus précise avec des API experts. Donc, on va travailler conjointement avec l'IGN pour spécifier, on va dire, les évolutions de la BAN, mais de ce côté-là, je vous encourage à échanger avec eux. En tout cas, c'est un sujet qui va devenir chaud bouillant en 2022, vu qu'il y a beaucoup de volonté d'améliorer le service et de le faire mûrir. Sur le premier point, l'histoire des nombres de niveaux de bâtiments et des hauteurs, le problème provient de la méthode d'acquisition du nombre de niveaux dans les fichiers fonciers. Pourquoi je dis que c'est compliqué au niveau des bâtiments qui sont inférieurs à 2 niveaux? En fait, c'est parce que le CERFA de la DGFIP, qui permet de créer Magic, qui est elle-même est consolidée pour devenir la base de données des fichiers fonciers via le CEREMA, il prend en entrée un nombre de niveaux qui est un entier. Or, aujourd'hui, je vous ai dit qu'il y a 54% du territoire qui sont plutôt la maison individuelle ou des immeubles haussmanniens. Bon, je n'ai pas les détails pour savoir quelle est la part de maisons individuelles, mais en général, les maisons individuelles, elles ont des demi-niveaux. Et les demi-niveaux, ils viennent fausser, on va dire, ces hauteurs-là, parce que de notre côté, on n'a qu'un entier qui permet de qualifier le nombre de niveaux d'un bâtiment. Et de l'autre côté, on a une hauteur réelle qui comprend des demi-niveaux. Donc c'est très compliqué d'avoir une évaluation correcte du nombre de niveaux dans les fichiers fonciers pour les maisons individuelles. Le deuxième point, c'est qu'on souhaite par la suite, pour faire évoluer cette BDNB, effectivement se rapprocher des acquisitions LIDAR ou photogrammétrie 3D des bâtiments pour pouvoir mieux apprécier la composante verticale des bâtiments et détromper ces choses-là. Merci beaucoup pour ces réponses très précises. Puisqu'il est déjà 11h, je vais laisser Marc dire le mot de la fin. Je ne sais pas si c'était une question, une remarque ou une conclusion. Oui, c'était plus une remarque. Je vois se construire une gouvernance entre agences de l'État et je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait de la transversalité qui s'installe au sein, j'allais dire, de la maison État entre des organismes qui ont beaucoup de compétences, chacun dans leur domaine. Sachez que pour mener le projet dont je parlais du réseau des inventaires territoriaux de friches, on a bien sûr la liaison avec le CEREMA, mais on a aussi le BRGM. BRGM qui est aussi un détenteur d'informations, plutôt du côté, on va dire, des sols pollués, des terrains industriels, de la qualité des sols ou la nature même des géologiques des sols, et que sans comment dire, chercher à trop ouvrir les sujets, mais au moins avoir en tête les possibilités de collection. Quand on reviendra sur la question des friches et des espaces dégradés, je pense que là, il y a un rapprochement aussi à faire avec le BRGM qui gère un certain nombre d'informations importantes là-dessus. Voilà, c'était ma contribution un petit peu plus sur l'aspect technique. Sur l'aspect stratégique, moi je me réjouis de ce moment, de vous avoir écouté et d'avoir pu partager quand même avec beaucoup d'entreprises intéressées par ces démarches. Il y a
y a du business à faire, entre guillemets, hein, pour le dire comme ça. Et surtout, il y a, ce que tu suggérais aussi, Alexandre, de reprendre ce sujet à l'intérieur des groupes de travail, d'organiser la data du foncier, pour explorer, alors verticalement, j'allais dire, l'intérêt de cette donnée sur les bâtiments, et peut-être plus horizontalement, les problématiques d'articulation avec les autres sujets que l'on porte. Hein, je l'ai évoqué par les friches, mais il y en a certainement d'autres. Il y a la biodiversité. Il y a le rapport entre le foncier et le sol, l'imperméabilisation, etc., etc. Alors, par défaut, on pourrait dire, la base de données sur les bâtiments, on retire les bâtiments, on a une information sur peut-être le degré d'imperméabilisation, mais je pense que le CEREMA a dû certainement y penser aussi. Voilà, donc je conclus au moins en ce qui me concerne, en me réjouissant donc de cette rencontre, en me projetant sur les enrichissements qu'on va pouvoir certainement faire de tous les côtés autour de cette nouvelle perspective. Merci en tout cas, merci à Mathieu Thorey pour cette contribution et puis à l'ensemble des participants de ce webinaire. Merci Alexandre de l'avoir bien organisé. Merci Marc. Est-ce que Mathieu, une petite réaction finale ou... Petit mot de la fin de mon côté, mais je vous remercie déjà de m'avoir invité pour échanger sur ce sujet-là. Pour nous, la fin de l'année va être très chargée avec la mise à disposition de ce produit, hein, GoRénov et la BDNB. Néanmoins, je vous encourage à revenir vers nous. Donc, je vais diffuser à Alexandre les supports de présentation. Au niveau de la dernière slide, il y aura les adresses de contact mail. Je ne vous promets pas de répondre rapidement, mais je vous répondrai. Merci. Donc, n'hésitez surtout pas. La méthodo sera également en open data. Donc, il n'y a pas que les données. Hein. L'objectif, hein, c'est vraiment de partager un commun et d'améliorer la connaissance et la caractérisation du parc de bâtiments. Merci Mathieu, merci pour ce beau projet porté par le CSTB. J'imagine qu'il appellera beaucoup de connexions avec le Lifty. On pourrait même imaginer une séance une fois que ça sera en open data ou juste avant pour refaire un point. Si vous êtes disponible, ça sera avec intéressant pour tous les participants. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci à Sarah Dubo qui nous a aidé dans l'organisation de ce webinaire. Merci au Lifty de nous accueillir sur sa plateforme Zoom. Et je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci à Maxime également d'avoir préparé avec l'atelier référentiel géographique la discussion de cette présentation. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt au sein du Lifty.